Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui en français sur le thème de nouvelles perspectives pour restaurer le mouvement. Je suis accompagné de Mélanie Schmaltz qui est neuropsychologue et thérapeute pour tout ce qui est Recoverix. Moi-même, je m'appelle Patrick Jost et nous allons vous faire découvrir notre savoir-faire autour de la problématique des AVC et donc d'une nouvelle solution qui nous vient d'Autriche, qui est assez révolutionnaire. Et c'est un très bel outil qui n'est pas encore connu au Luxembourg, déjà utilisé en Autriche depuis des années avec beaucoup de patients très contents, avec beaucoup d'améliorations. Donc, je propose, sans plus attendre, de passer la parole à Mélanie pour le début de ce webinaire. Merci Patrick pour cette introduction. Donc on va vous faire une présentation complète, parler de quelques chiffres au sujet de l'AVC, la réalité, les informations aussi, qu'est-ce que c'est, de quoi souffrent ensuite les gens, les solutions qui existent déjà, qui fonctionnent, qui font partie de plans de traitement, et quelles sont les choses que nous on peut rajouter et apporter dans la prise en charge. Et pour ceux qui sont intéressés, comment ça fonctionne si vous souhaitez une prise en charge avec nous. Donc, il y a Patrick et moi ce soir, mais on est un petit peu plus. Donc, il y a François tout à droite, que vous verrez dans la prochaine présentation de Recoverix, et Moesha, qui est peut-être avec nous, peut-être caché quelque part dans le chat aujourd'hui, je sais pas, que vous rencontrerez aussi certainement, ou que pour certains vous avez déjà rencontré dans la clinique. Alors pour une petite introduction, je voulais savoir si dans les gens qui nous écoutent, c'est plutôt des professionnels de santé qui s'intéressent pour leurs patients. Est-ce que c'est des gens est-ce que vous avez vous-même souffert d'AVC ou de ses conséquences? Est-ce que peut-être vous êtes à risque, que du coup c'est un sujet qui vous intéresse? Ou est-ce que vous avez un proche, un ami, un collègue qui en souffre, ou c'est juste vous vous intéressez à la santé de manière générale et donc à tous ces sujets même si ça vous touche pas. Ça, c'est toujours intéressant de savoir, ceux qui nous écoutent, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je rebondis là-dessus, Mélanie, juste pour dire que les gens qui nous ont rejoints ne peuvent pas parler. Donc, la voie de prédilection, c'est le chat. Donc, Oui. Vous trouvez une petite annotation en haut à droite de votre navigateur, plutôt à droite. Donc, c'est marqué chat. Et là, comme Florian et Lisa l'ont déjà fait, vous pouvez donc communiquer avec nous, justement, si vous voulez nous répondre ou pas. C'est pas une obligation. Les questions qu'on vous pose, on essaye de le faire un peu interactif avec donc cette restriction-là de pas pouvoir vous laisser parler ce soir, mais via le chat vous pouvez donc contribuer. N'hésitez pas. Posez vos questions, faites des remarques, partagez votre expérience. Il n'y a jamais rien qui est bête ou inutile. En tout cas, c'est à ça que ça sert le chat. Et puis, c'est utile pour nous aussi d'avoir vos feedbacks, quand vous posez des questions, de se dire, tiens, ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter pour aider les gens à comprendre, etc. Ok. Bon, a priori, pas de chat. Pas encore. Pas encore. Alors, pour donner un petit peu des chiffres, j'ai cherché les chiffres les plus récents que je pouvais trouver dans tout ce qui concerne l'AVC. Et c'est quand même la deuxième cause de décès au niveau mondial et la troisième cause d'invalidité, chose que je savais pas. Invalidité, c'est-à-dire impact, fait des handicaps, des troubles, etc. pour ceux pour qui il n'y a pas de risque pour la vie. Et à Luxembourg, par exemple, il y en a quand même 4 par jour. C'est énorme. Alors j'avais regardé, je crois dans le monde, c'est toutes les 28 secondes, il y a un AVC, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je pensais pas que c'était autant. Et ce qui m'a le plus choqué quand j'ai fait les recherches sur les chiffres, c'est que pour le Luxembourg, parmi les analyses européennes, ils avaient fait des estimations qu'apparemment c'était l'un des pays d'Europe qui aurait la plus forte augmentation de
cas d'AVC entre 2015 et 2035, plus 78% ou 78% s'il y a des Belges. C'est énorme. Et je me suis dit, mais pourquoi le Luxembourg? Pourquoi pas la France ou la Suède ou un autre? Et donc, en fait, principalement, le vecteur numéro 1, c'est quand ils ont calculé par rapport au vieillissement de la population. Apparemment, c'est un gros facteur qui joue énormément, même si l'AVC ne touche pas que les personnes âgées, on le verra. Voilà. Et en cherchant un petit peu plus loin, il y a un chiffre qui est apparu qui m'a choqué aussi, c'est que 80% des AVC peuvent être évités. 80% pourraient être évités, donc ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Je me suis dit, mais pourquoi on a un chiffre tellement élevé? Voilà, c'est pas genre 20%, 40%, c'est 80%. Et en fait, il y a plein de facteurs qui sont ressortis dans les études au niveau européen, surtout. Le premier étant le vieillissement de la population, problème de sensibilisation. Il y a plein de facteurs de risque au niveau alimentation, hygiène de vie, voilà, toutes les substances et le fait de la cigarette, etc. Il y a aussi des facteurs socio-économiques. Alors, je rentrerai pas dans les détails de tous les facteurs, de dire, voilà, les populations qui sont dans cette classe économique sont plus touchées, etc. Mais c'est un rapport qui est intéressant, qui est facile. Vous le trouvez très, très facilement sur Internet. Et les risques, apparemment, sont assez minimisés de l'AVC, parce que j'étais assez surprise parce que... ou alors il y a que moi qui sais que ça a des impacts quand même dangereux pour la santé, on y reviendra. Et bien évidemment, bon, la génétique, le fait que notre société, on fait moins de sport, on mange peut-être pas aussi bien que nos ancêtres, hein. Il y a quand même l'alimentation qui est pas mal modifiée, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et qui donnent pas un bon pronostic pour, en tout cas, l'évolution de l'AVC sur le futur. Donc c'est à nous, aussi au niveau, quand on est acteur dans la santé, d'en parler aux gens, parce que si 80% peut être évité, ben c'est quand même énorme et ça vaut le coup de s'y attarder. Alors, il y a deux types principaux. J'ai essayé de rendre les données, tout ce qui est neuro, le plus digeste possible. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, que vous êtes dans ce domaine-là, ou étudiant ou professionnel de santé, mais dans une autre branche et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours nous envoyer un mail et on pourra vous expliquer plus en détail. Il y a basiquement, si on schématise très rapidement, deux types d'AVC, ce qu'ils appellent les ischémiques, donc c'est quand il y a une artère qui se bouche et donc il y a un manque d'oxygène, et ce qu'ils appellent le type hémorragique, donc c'est quand il y a une artère qui se rompt dans le cerveau et donc il y a un saignement. Après, il existe d'autres choses, ce qu'ils appellent les ischémiques transitoires et les AVC aussi du tronc cérébral qui sont beaucoup moins connus. Mais on va rester sur l'AVC au sens propre dans le cerveau qui a un impact délétère et un risque pour la santé au niveau pour les gens. Alors il y a plein de mythes que je voulais, vu qu'on parlait de sensibilisation avant, il y a des mythes qui sont quand même super importants de casser, parce que souvent quand on pense AVC, on pense personnes âgées, et il y a malheureusement beaucoup de jeunes et d'enfants qui sont tout aussi touchés. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de connaître les signes, parce que si vous voyez des signes chez quelqu'un de plus jeune et que vous les repérez vite et que les secours puissent vous atteindre, vous pouvez vraiment changer la vie et le futur de la personne. Voilà, donc il faut être très attentif, ne vous basez jamais sur l'âge par rapport à l'AVC, ça peut malheureusement toucher tout le monde. Souvent on pense que c'est douloureux. Alors, ça peut, quand il y a des choses qui se passent dans le cerveau, ça peut faire mal, effectivement. On peut avoir de la pression, des tensions, des douleurs, de la transpiration. Il peut y avoir des choses très inconfortables au niveau du corps, des vomissements, etc. Mais il y a des personnes où il n'y a pas ces douleurs-là, il n'y a pas ces symptômes-là, surtout dans ce que je vous parlais tout à l'heure, ce qu'ils appellent les accidents transitoires ischémiques, c'est-à-dire que c'est pour schématiser, c'est plein de mini-AVC qui arrive silencieusement avant un gros AVC et qui fait déjà des dommages, mais on s'en rend pas compte avant, donc ne vous basez pas sur douleur ou pas douleur pour l'AVC. Et aussi, il y a cette question du temps qui est souvent revenue dans les mythes, c'est-à-dire que si on a l'AVC, les symptômes, ils arrivent tout de suite dans les 10 minutes, boum, voilà. Et donc, on peut pas le louper.
En fait, c'est pas vrai. On peut parfois en avoir des silencieux. Parfois, ça peut se dérouler sur plusieurs heures. Si l'artère se bouge, c'est pas la même chose que si l'artère se rompt et qu'il y a un saignement où là, effectivement, c'est beaucoup plus rapide au niveau des symptômes. Donc voilà, ça, c'est super important de pas se baser sur ces mythes quand on cherche à reconnaître un AVC. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Si vous voyez l'un de ces signes ou si vous avez un doute, il faut tout de suite appeler les urgences. Donc le numéro, c'est le 112. Il y en a plein qui sont connus, il y en a d'autres qui sont moins connus. Donc voilà, c'est surtout tout ce qu'on appelle la faiblesse ou les fourmillements au niveau d'un côté du visage, d'un bras, d'une main, d'un pied. L'essoufflement, quelque chose qui n'est pas connu, où on pense tout de suite c'est plutôt quelque chose de cardiaque. C'est pas forcément le cas. Des douleurs à la tête, certains en ont. Quand vous commencez à avoir du mal à articuler, troubles de la vision, de l'équilibre, transpiration excessive, vomissement, voilà, il y a pas mal de choses qui doivent vous alerter. Alors attention, ça ne veut pas dire que parce que vous avez des fourmillements dans le visage, vous allez forcément avoir un AVC, mais il faut être attentif à ça. Exemple tout bête, je pense que c'était l'année dernière, vers 1h du matin, ça m'est arrivé, j'ai commencé à avoir des fourmillements autour de l'œil, autour de la lèvre, j'ai senti que c'était bizarre, j'avais moins la sensation. Alors forcément, moi, connaissant un peu le sujet, ça m'a un petit peu fait peur en me disant « Oulala, est-ce que je suis en train de ?» Donc j'ai appelé le 112, le médecin est resté au téléphone avec moi, mais j'avais pas des problèmes d'équilibre, j'avais aucun autre des symptômes, ni le visage qui se déforme comme l'image ici. Moi, au final, il s'est avéré que c'était une infection silencieuse de l'oreille qui a commencé à attaquer avec l'inflammation le nerf du visage. En fait, vous avez un nerf là qui passe ici au-dessus de l'œil, de la bouche, etc. Donc voilà, pas non plus paniquer. Je suis allée au médecin le lendemain, traitement, et c'est parti. Mais c'est important de savoir que c'est ça et qu'il faut être attentif. Alors, on a regardé au niveau d'une association à Luxembourg qui s'appelle Blitz. Je vais vous la présenter après. Elle parlait de la méthode FAST. Ça peut être un bon moyen mnémotechnique de retenir ça parce que souvent, quand on est dans le stress, quand il arrive quelque chose à un proche, on peut parfois perdre ses moyens, plus savoir composer le numéro, plus savoir qu'est-ce qu'on doit regarder avec le stress. Donc, il faut demander à la personne de sourire. Est-ce que c'est pareil des deux côtés ou est-ce qu'il y a qu'un côté qui bouge? Est-ce que quand vous lui demandez de lever les deux bras, c'est pareil ou est-ce qu'il y en a un qui reste en bas? Si vous lui faites répéter une phrase, est-ce qu'elle va répéter tous les mots à sa vitesse habituelle? Est-ce qu'elle va oublier des mots? Est-ce qu'elle va avoir du mal à articuler? Et du coup, si vous pouvez répondre oui à ces 3 questions, tout de suite le 112. Voilà, on cherche même pas à comprendre pour que la prise en charge soit le plus rapide. Alors, au niveau de l'impact neurologique, l'AVC est un phénomène pas compliqué, mais complexe quand on s'y intéresse. Donc, en gros, je voulais schématiser. Vous avez soit un saignement, soit une artère qui se bouche. Il y a le cerveau qui va manquer d'oxygène et qui va souffrir de ça. Et ce manque d'oxygène va faire une cascade au niveau biologique dans le cerveau qui est très longue et très indigeste que je vous épargne, qui s'appelle la cascade ischémique. Et en fait, ça va mener à ce qu'on appelle la mort des neurones. Et c'est ça qui va faire les symptômes, qui va toucher plusieurs fonctions. Alors nous, on s'est focalisé sur tout ce qui est moteur. Pourquoi? Parce que vous le verrez après, la méthode RecoverX, elle est vraiment axée sur aider les gens, lorsque le cerveau a souffert, à retrouver leur mobilité, le mouvement des mains, des jambes, marcher, parler, avaler, etc. Donc moi je vais me focaliser là-dessus et c'est d'ailleurs une zone qui est très souvent touchée au niveau moteur et sensoriel. Donc c'est ici la zone qu'on a au-dessus du cerveau, entre les 2 oreilles. Là, vous avez 2 sillons et c'est la zone de gestion du cerveau moteur. Si on en faisait une cartographie, ça je trouve ça toujours très rigolo de montrer aux gens, si votre représentation du corps était une carte au niveau de ces aires là devant au-dessus, ça ressemblerait à ça. Donc, par exemple, vous avez au niveau moteur, vous avez cet endroit-là du cerveau-là, ici, qui va gérer la face. Vous avez juste au-dessus, un petit peu plus proche du milieu du cerveau qui est ici, vous avez la main. Et vraiment, au milieu, entre les hémisphères, vous aurez votre genou et vos orteils. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est plus les médecins qui s'en servent, c'est-à-dire pour voir en fonction des fonctions motrices qui sont touchées, du coup, quelle est la zone précise du cerveau. Si c'est que la face, on sait que l'AVC a eu lieu ici, quelque part dans ces zones, par exemple. Si c'est la face et le pied, eh ben, peut-être qu'il y a eu 2 sites
Ou peut-être qu'avec le saignement, ça s'est écoulé et ça a tué d'autres neurones. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle scientifiquement l'homonculus de Penfield. Et si on devait en faire une représentation, c'est peut-être déjà une image que vous avez vue sur Internet. Je ne sais pas si c'est assez connu en dehors de la neuropsychologie et de la neuro de manière générale. Patrick, je ne sais pas si tu connaissais ça. Ben, j'avais entendu parler du fait, plus l'image d'avant, pas Ouais. celle-ci, mais c'est aussi pourquoi les enfants, ben, c'est la main dans la bouche ou les Mm-hmm. pieds qu'ils essayent de... Et ça, c'est quelque chose qui leur est très familier, alors que d'autres éléments sur l'image d'avant, ou ce Ouais. qui est ici plus petit, ce sont des choses qu'ils ont moins conscience à Mm-hmm. l'âge, donc, petits-enfants. Ouais, Ok, effectivement. intéressant. Ouais, au niveau du développement moteur, ça se développe au fur et à mesure, hein, la D'où cartographie. le problème de sucer le pouce et ce genre de choses qui est Mhm, très grand ici sur l'image parce que ben, très important au niveau du développement où ça, du moins ça passe très tôt alors que mhm. d'autres parties du corps beaucoup plus tard. Ah, c'est intéressant. Tu vois ça, cette partie-là, je connaissais pas. Intéressant. Mm. Ok, donc voilà, ça ressemble à ça en gros. Et du coup, si vous avez ces zones qui sont touchées, vous avez probablement des fonctions qui sont altérées, que ce soit au niveau moteur ou au niveau de vos sens, le goût, le toucher, la vue, etc. Alors, il n'y a pas que ça. Moi, je me suis focalisée sur les troubles moteurs puisqu'on est on veut aider à l'amélioration motrice, mais l'AVC, suivant la zone du cerveau qui va être touchée, forcément la fonction de la zone touchée altérée va être altérée. Donc ça, c'est très très large, hein, les troubles cognitifs, troubles au niveau des sphincters, donc c'est pour uriner, etc. Coordination, équilibre, langage et communication. Hein, si vous avez les zones du langage qui sont touchées, vous n'arrivez plus à accéder à vos mots, vous n'arrivez plus à lire correctement, à mettre des lettres ensemble, former des sons. C'est très compliqué. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver, qu'on ne connaît pas forcément. On sait toujours, oui, bon, on imagine toujours la personne qui a un AVC qui est forcément toujours en fauteuil roulant avec une canne. C'est pas toujours le cas. Hein. Si c'est vraiment que les troubles langage, ça c'est pas visible comme quelqu'un qui aurait une canne qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Alors au niveau des répercussions, elles sont super nombreuses quand vous avez un AVC. Malheureusement, c'est qu'il y a de la fatigue chronique, il peut y avoir des douleurs, des troubles cognitifs. Il n'y a plus la possibilité, si vous êtes au niveau moteur, s'il y a une grosse réduction au niveau moteur et cognitif, de prendre soin de votre chez vous, faire les tâches que vous faisiez avant. Il y a de l'isolement. Si vous n'arrivez plus à communiquer avec vos amis ou à sortir, vous vous retrouvez parfois un peu seul. Il y a aussi beaucoup de stigmates, d'incompréhension. Les gens peuvent s'éloigner de vous. Ça c'est vu, malheureusement. Hein. Ça peut créer des tensions au niveau social. Et c'est très coûteux. Il faut toujours de l'aide. Donc il y a une perte d'autonomie aussi. Si vous n'arrivez plus à prendre soin de vous, à prendre soin de votre chez vous, à faire les choses du quotidien, à aller à un rendez-vous quelque part pour voyager notamment, hein, c'est toute votre vie est complètement impactée par ça. Aussi au niveau, bien évidemment, au niveau tout ce qui est financier, parce que pour ceux qui n'arrivent pas à reprendre un travail ou qui ont trop d'impact pour pouvoir en reprendre un, quelle est la source de revenus et les soins qui sont inhérents à l'AVC, ils suivent, il y en a quand même beaucoup. S'il faut, si voilà, maintenant la personne se retrouve en fauteuil roulant, le chez-soi est pas aménagé, la voiture est pas aménagée, etc. Donc voilà, c'est des choses qui coûtent. Et je l'ai vu notamment avec des patients qu'on reçoit ici. Hein, toute la vie s'organise autour de ça et est complètement chamboulée par ça. C'est très difficile à vivre. Alors j'ai regardé au niveau de tout ce qui était chiffres post-AVC parce que je me suis dit ok, donc 80% sont pas évités et il y a des gens qui peuvent malheureusement en décéder, mais combien récupèrent? Est-ce que la récupération est possible? Est-ce que tout le monde va avoir des séquelles ou non? Alors, les chiffres varient un peu d'un pays européen à l'autre, donc j'ai mis une petite norme parce que j'allais pas vous mettre tous les chiffres. Donc entre 10 et 30% seulement, je trouve que c'est pas beaucoup, ont une récupération complète. C'est pas énorme, donc 60 à 90% auront des déficiences ou des troubles à long terme. C'est énorme.
Et aussi, ce qui était important pour moi de regarder, c'est au-delà des conséquences de l'AVC pur au niveau du corps, il y a quand même 30% des gens qui ont eu un AVC qui vont souffrir d'une dépression à cause de tout ce que ça a chamboulé dans leur vie, donc la santé mentale aussi qui est très importante au-delà de la santé physique, et 30% entre ceux qui ont récupéré et qui ont des déficiences, dans ce chiffre-là, 30% vont réussir à reprendre une activité professionnelle. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc il y a là, ici, pour moi, il y a un vrai travail de prise en charge et de solutions à offrir. Il y a vraiment un manque par rapport à ça de quelque chose qui pourrait aider à plus de récupération, qui permettrait de reprendre ses activités et de faire ces choses-là. Alors voilà les associations et les centres qui prennent en charge les personnes pour AVC que j'ai cherché dans Luxembourg. Alors j'ai pas fait pour la France ou la Belgique, mais il y en a aussi. Donc voilà, il y a les centres hospitaliers différents qui font des prises en charge en urgence et pour aussi le long terme dans la rééducation, et l'association Bleds qui est très très active à Luxembourg et qui fait pas mal d'événements, qui essaye d'améliorer la prévention, qui est très très important. Donc voilà, le travail des associations joue beaucoup aussi là-dedans. Et je vous invite à aller voir leur site, un petit peu les événements, ce qu'ils font autour de chez vous. C'est très intéressant. Et leur site explique aussi, voilà, c'est quoi les différents AVC. Il y a de l'éducation qui est faite, c'est vraiment chouette. Alors, si on regarde les recommandations lorsqu'il y a un AVC de prise en charge, au-delà de l'urgence médicale, une fois que l'urgence médicale a été prise en charge avec des médicaments, avec à l'hôpital, etc., et qu'il y a une phase de rééducation qui doit se faire, quelles sont les recommandations? Donc j'ai regardé au niveau mondial, c'est ces deux associations qui font la liste de recommandations et qui viennent de la mettre à jour en 2024. Donc c'était bien, parce qu'avant je crois que c'était 2017 le papier. Donc il y a l'American Heart Association et la Heart Stroke Foundation qui est les canadiennes. Donc c'est un papier que vous pouvez lire. Il est riche, très très riche. Si l'anglais c'est pas votre truc, aujourd'hui avec plein d'outils sur internet, vous pouvez accéder à une traduction automatique et qui est bonne. Donc voilà, pas de souci si c'est de l'anglais. Alors, il y a des facteurs clés de réussite dans la récupération lorsqu'on a eu un AVC. Il y a 3 choses qui sont très très importantes. Déjà, c'est une prise en charge rapide. On parlait du 112 tout de suite. Voilà, il faut que la prise en charge soit rapide au niveau des secours, au niveau de l'hôpital, et tout de suite la rééducation, elle doit suivre aussi. Le plus on attend, le moins, ça c'est ce qu'ils disent, il y a de récupération possible en termes de solutions classiques, physiothérapie, etc. On y reviendra après. Et il faut qu'elle soit quand même continue sur le long terme. C'est pas vous faites 6 mois et puis on arrête. Voilà, c'est quelque chose où il va falloir aider dans tellement de domaines dans la vie. La prise en charge, elle est longue. Il faut absolument que la réadaptation, elle soit interdisciplinaire complète. C'est-à-dire, il faut pas juste faire du kiné. Il faut pas juste prendre des médicaments. Il faut pas juste aller chez l'orthophoniste. Le plus vous allez faire de choses, ils l'ont vu, ils ont fait des études, le plus de récupération est possible. Et surtout, ce qui est super important, c'est que si vous faites une prise en charge interdisciplinaire, il faut que les membres de ces disciplines, elles communiquent aussi entre eux. Ils aient votre dossier en commun, ils mettent ensemble un plan d'action, un plan de traitement. Voilà, il faut qu'ils soient coordonnés. Et il faut aussi pouvoir aider vos proches de savoir comment, dans le quotidien, vous pouvez aider aussi. Voilà, c'est très la prise en charge globale. Je pense que ce que cette étude ou ces recommandations nous disent, c'est quelles sont les meilleures pratiques qu'ils ont pu observer, et ce qu'ils disent ici, c'est clairement de combiner un certain nombre de choses. Et si c'est le cas, comment? Ils ne le disent pas. Mais si c'est le cas, c'est là que les gens vont avoir le plus de chances de récupérer, de redevenir maître de leur corps. Maintenant, c'est là toute la complexité. C'est matériellement, c'est comme si on nous dit de manger telle et telle chose et assez de vitamine C.
Alors bon, il y a qu'un certain nombre d'oranges qu'on peut manger par jour. Donc, Ouais. il faut des fois s'aider avec des compléments et ainsi de suite. Et dans le cas ici de l'AVC, il est extrêmement difficile de trouver des méthodes qui sont justement intégrées. Ça veut dire que le matin, on court chez tel, l'après-midi, on va chez tel. Donc, matériellement, pour obtenir ces soins, c'est là que c'est difficile. Et je pense que c'est là que Recoverix a un vrai rôle à jouer. On va le découvrir un peu plus tard. Ouais, merci Patrick. Je vois juste une question de Floriane qui est super intéressante et que peut-être d'autres gens ne se posaient pas ou se posent. Elle demande si les symptômes sont obligatoirement unilatéraux. Alors, c'est, on va dire que c'est la panacée. Dans les trois quarts des cas, oui, ça peut être bilatéral, mais ce qui ressort dans les études au niveau des symptômes, c'est que un côté va être touché majoritairement, mais ça peut toucher l'autre côté. Parce qu'effectivement, si vous avez un AVC qui va se faire au milieu et toucher les deux hémisphères, il y a de fortes chances qu'effectivement ça touche les deux côtés. Voilà. Donc c'est surtout le type de signe qui est compliqué. Mais c'est vrai que dans la plupart des cas, vous allez remarquer une difficulté d'un côté versus l'autre. Voilà. Très, très bonne question. Merci, Floriane. Alors, quand on lit ce joli papier qui est long, je vous ai épargné une partie de la lecture. Alors, hop. Donc, il donne trois axes majoritaires aussi de choses à prendre en charge. Alors, au niveau du corps, voilà, il y a énormément de choses à faire au niveau du corps. Là, vous voyez, j'ai mis une partie de la liste. C'est déjà beaucoup. De plein de types de thérapies qui existent. Peut-être certaines qui sont très connues, d'autres qui sont pas du tout. Voilà, moi ça m'a appris aussi des choses. Je savais pas que l'exosquelette était déjà quelque chose qui était pris en compte dans ce genre de papier pour le travail physique. Donc je trouve ça impressionnant la vitesse à laquelle ça évolue parce que l'exosquelette, moi quand j'étais aux études, c'est un truc les films de science-fiction et c'est quelque chose qui allait venir pour aider. Mais je pensais pas que c'était déjà d'actualité. Et ben ça l'est. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire, des choses classiques, des choses plus complémentaires au niveau du corps. Très important, on parlait tout à l'heure de la dépression, de prendre soin du mental. Le mental joue énormément dans la récupération. Et là, je parle pas que des AVC. Je parle de manière générale, lorsqu'on est malade, lorsqu'il y a quelque chose, un traitement, etc. Ça a été prouvé, vous pouvez lire plein d'études que lorsque on prend soin de sa santé mentale, qu'il y a de la force, de la motivation, ça aide vraiment à s'en sortir et c'est super important. Voilà, si vous avez des proches qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de dépression, de troubles du sommeil, ce genre de ça, il faut pas le laisser et faire un petit peu voilà les œillères quoi. C'est l'impact est très très sous-estimé par la société au niveau de la santé, donc je vous invite vraiment à prendre soin de ça, même en dehors de l'AVC. Et après, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du cerveau? Parce que là, on parle de troubles moteurs, de problèmes physiques, il faut faire du kiné, on a du mal à parler, il faut faire de l'orthophoniste, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau du cerveau? Parce que c'est quand même le cerveau qui a été abîmé, qui a souffert d'un manque d'oxygène, qui a souffert d'un saignement. Est-ce qu'on lui propose quelque chose dans la prise en charge? Alors, il existe des choses, mais je ne sais pas si c'est vraiment très démocratisé et très utilisé. En dehors de Recoverix qu'on vous présente aujourd'hui, qui là n'est pas connu à Luxembourg et je pense qu'il est timide en Europe encore, en tout cas de notre côté ici. Qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, il existe plein de choses qui sont ressorties de ce papier. Maintenant, est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est utilisé en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne? Je ne sais pas. C'est sûrement dans certains services, mais je pense pas dans tous. C'est peut-être pas forcément systématique de faire un traitement avec de la stimulation, avec des appareils électriques, avec quelque chose pour aider. Et donc c'est là où il y a vraiment quelque chose qu'on peut rajouter de quand même aider l'organe concerné dans tout ça, hein, parce que on l'a un peu oublié finalement. Et vous voyez la différence de texte entre les thérapies corporelles existantes et le cerveau. C'est le gap, il est assez impressionnant, quoi. Ouais, et surtout, quand on parle d'AVC, c'est que c'est un accident qui a eu lieu au niveau du cerveau
Et c'est là, du fait qu'il s'est produit, qu'on doit aussi commencer à réparer ces dégâts. Donc, commencer par le cerveau Mm. est une des choses à faire si au moins c'est aujourd'hui fait du tout. Ça, c'est la grande question. Ouais, je pense que c'est timide, ça doit certainement exister, peut-être plus développé en Allemagne, qui est quand même assez en avance souvent sur ce genre de technique, même au niveau biofeedback, neurofeedback. Ouais, j'allais dire, surtout qu'en Allemagne, le neurofeedback même, c'est un autre Ouais, neurofeedback. Il se dispose souvent que de 2 électrodes sur la tête. Il faut beaucoup plus de séances, mais c'est un traitement qui est reconnu, qui est même remboursé par les mm. caisses de maladies en Allemagne. Donc, Ouais, ouais, ils sont assez en avance, je pense, par rapport à ça. Et mm, il y a, je pense, la Suisse aussi. La Suisse, je sais qu'elle est assez avancée là-dessus. Ils sont, voilà, ils sont ouverts, ils s'y intéressent, ils développent. Il y a aussi des moyens, je pense, par rapport à ça, donc qui est pas toujours le cas. Donc voilà. Et le cerveau, bah, qu'est-ce qu'on lui fait? Alors, nous, pourquoi on veut vous parler du cerveau et pourquoi on vous présente Recoverix? Ben, en fait, si vous voulez, tout ce qui est la santé du cerveau et l'amélioration au niveau du cerveau, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose où on a découvert, on a sorti ça de je ne sais où et on se dit, oh, ben, on ferait bien ça. Euh, Ça fait longtemps. Alors là, je parle de manière générale parce que François a monté ça. Donc, ce que l'on fait déjà, qui est déjà existant, pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on pratique du neurofeedback. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais l'expliquer rapidement. Je veux pas vous perdre, mais rapidement pour voilà. Mais on connaît déjà le cerveau. On sait déjà, ça existe voilà depuis plus de 60 ans maintenant. J'ai plus la date exacte en tête, mais plus de 60 ans maintenant. Ces techniques-là, la mesure EEG, etc. La technologie, elle est pas nouvelle. Mais c'est vrai qu'en Europe, eh ben, on est un peu timide là-dessus. Mais nous, on connaît déjà. Voilà, nous, ce qu'on fait en dehors de quand on vous fait la présentation du Recovery, ce mhm, à quoi on est occupé déjà toute la journée, ouais. c'est de faire des mesures EEG. Donc, la mesure EEG, c'est comme si vous allez chez le neurologue, vous avez un super joli bonnet sur la tête et on mesure vos ondes cérébrales. Donc, ça ressemble à ça. Globalement, c'est un joli petit dessin. Il y a 19 électrodes. Parfois, il y en a plus, parfois, il y en a moins. Ça dépend le contexte. Voilà. Et en gros, ça ressemble à l'activité électrique de votre cerveau. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous soyez un humain vivant qui a des fonctions, qui respire, qui digère, qui parle, qui réfléchit, qui calcule. Voilà. En gros, ça ressemble à ça. Et ça vous fait fonctionner. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait déjà toute la journée. Et en fait, au-delà, donc le neurologue, lui, va surtout regarder s'il y a des anomalies au niveau de ce signal-là. Voilà, est-ce qu'il y a des risques d'épilepsie? Est-ce qu'il y a de l'inflammation dans le cerveau, etc. Nous, on regarde aussi ça, mais on va une step plus loin. On va faire des analyses quantitatives, statistiques, mathématiques sur cet EEG, dans ce qu'on appelle l'EEG quantitatif, le QEEG, ou dans beaucoup de termes, vous le retrouverez sous le terme de brain map. Pourquoi? Parce que brain mapping, ça veut dire cartographie du cerveau. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, ces ondes-là brutes, eh ben, en fait, elles ont des fréquences, des noms, une forme physique. Et on va pouvoir faire des analyses et regarder, est-ce que votre cerveau est dans la norme? Est-ce qu'il a assez de ces ondes-là? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y en a qui manquent? Est-ce qu'il y en a qui sont en trop? Ou est-ce qu'elles manquent? Ou est-ce qu'elles sont en trop? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion? Est-ce que les neurones discutent bien entre eux ou pas? Voilà, toutes ces choses-là, on va les regarder et ça va nous permettre de voir des symptômes. Donc, ce qu'on reçoit la plupart du temps la semaine, ce qu'on fait, maintenant, moi, ça fait 6 ans que je travaille avec François, c'est qu'on va regarder, voilà, on reçoit des enfants avec du trouble de l'attention, de l'autisme, on reçoit des adultes aussi, il y a des gens avec de l'épilepsie, il y a des gens avec des migraines, ça marche très très bien pour les migraines, il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont des problèmes de mémoire, des problèmes pour se concentrer, d'autres qui ont du mal à s'endormir, d'autres qui ont des cauchemars, des personnes qui sont en burn-out, qui ont de la dépression, de l'anxiété, voilà. On a des gens des adultes, des enfants qui sont touchés au niveau de la santé mentale et qui aimeraient mieux se comprendre et qui aimeraient aussi aller mieux. Et donc le but, c'est qu'une fois qu'on a fait cette analyse EEG, on les voit en traitement pour ce qu'on appelle le neurofeedback. Donc c'est ça que je vous parlais. Pour vous faire simple, vous avez ici, imaginons que c'est moi. Voilà, moi j'ai de l'anxiété, je viens chez François ou Patrick pour avoir une séance. Donc là, voilà, bon Patrick t'as les cheveux longs sur le cou, mais voilà. Donc on a le petit bonnet sur ma tête et on a Patrick qui regarde mon EEG en temps réel de ce qui se passe sur l'écran et il voit
c'est pas top, il y a plein d'anxiété. Voilà, donc là, il y a plein de rouge, j'ai trop d'ondes rapides, plein d'anxiété, je stresse, je dors mal, il me faut 1 heure pour m'endormir, je vois toujours le pire arriver, j'ai des affolements au niveau du cœur, souvent des palpitations, etc. Voilà, ça va pas, je suis tout le temps stressée, speed dans mon corps, j'arrive pas à me relaxer, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à me concentrer. Donc en fait, ce qui se passe pendant une séance de neurofeedback, ce qu'on fait nous lorsqu'on travaille ici, qu'on reçoit Mélanie qui est anxieuse, on va essayer d'aider le cerveau à s'auto-réguler. Et c'est là où vous allez voir la différence après avec Recoverix où le système est autrement. Dans le neurofeedback, à partir du moment où sur l'EEG, pendant que je regarde un super film, alors là on est un peu dans l'ambiance Harry Potter, je vais regarder mon super film et pouf, mon cerveau va faire de l'anxiété. Sauf que c'est un film, imaginons un film où c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film stressant, c'est pas un film qui fait peur. Ce n'est pas normal que mon cerveau ait de l'anxiété. Je suis censée être dans un moment relaxant, je suis assise, je regarde un film, je profite, il n'y a pas de danger imminent dans la pièce, il n'y a personne qui va m'agresser, il n'y a personne qui va me manger. Et pourtant, mon cerveau, il montre quand même ça. Donc ça, il faut dire au cerveau, c'est pas ce qu'il faut. Donc l'écran va s'assombrir. Mon cerveau, ça l'énerve et il va chercher un moyen d'enlever ça. Il va se rendre compte que tiens, quand j'ai diminué mes ondes rapides d'anxiété, l'image elle revient claire. Et en fait, c'est un exercice qu'on appelle du conditionnement. C'est comme avec les animaux, tu t'assois, je t'ai dit assis, tu t'assois, tu reçois une friandise. Donc le chien, à chaque fois que vous allez dire assis, il va s'asseoir. Là, le but, c'est un petit peu plus poussé, c'est de dire au cerveau, l'anxiété est un moyen de survivre et on en a besoin quand on a besoin de se sortir d'une situation qui est catastrophique. Là, aucun doute, on ne va pas supprimer un motif de survie, un processus de survie. Par contre, quand vous regardez un film ou quand vous voulez dormir, c'est pas franchement utile. Donc en fait, il faut amener cet état au cerveau de dire être triste si ton chat meurt, oui, mais rester en dépression pendant 10 ans, c'est pas sain. En fait, il manque cette flexibilité. Normalement, votre cerveau est censé être dans un état neutre et calme. Et quand il y a des événements, un coup vous êtes content, puis c'est neutre. Vous perdez votre chat, vous êtes triste, ça passe. Vous revenez à l'état neutre. Vous avez loupé votre train, vous avez couru, vous êtes stressé. Le train, il est parti, ça sert à rien de stresser, donc vous retournez à un état neutre. Donc, on entraîne déjà cette flexibilité-là au niveau du cerveau. On construit cette résilience chez des gens qui souffrent de trauma, d'anxiété et toutes ces choses-là. Et on a des très, 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 très bons résultats. Si vous voulez voir par vous-même, Patrick pourra mettre le lien du site qui parle en détail de la brain map, de c'est quoi le neurofeedback, des effets lorsqu'on a des migraines, qu'est-ce qu'on peut atteindre chez les enfants avec TDAH, etc. Voilà. Et vous pouvez aussi lire. Je pense que c'est le mieux parce que moi, j'en parle, je vois, je sais ce que je fais toute la journée, je vois les changements chez les gens, mais je vous invite à lire leur expérience, comment eux, ils l'ont vécu au niveau de leur avis. C'est très, très beau. Voilà. Des fois, si on se sent mal, on lit ça et ça fait du baume au cœur. Donc voilà, on n'est pas nouveau avec le cerveau. On utilise énormément d'outils en plus de simple neurofeedback et du brain mapping. On a beaucoup d'appareils pour de la neuromodulation, que ce soit en clinique, que ce soit des choses à distance. En fait, tout est fait pour la régulation du système nerveux, pour le sortir de cet état de stress, de vigilance, de dépression. Voilà, donc il y a vraiment du potentiel avec ça. Donc voilà, comme nous on connaissait déjà ça, ça nous paraissait de tomber sous le sens de faire quelque chose dans ce domaine-là, mais qui est plus poussé au niveau récupération motrice. Alors le neurofeedback, ça marche aussi, mais c'est pas focalisé que sur le moteur, c'est plutôt, en tout cas le type que nous on utilise global, et il faudrait beaucoup plus de séances de neurofeedback pour atteindre ce que le Recoverix va atteindre dans le nombre de séances qu'on va vous montrer après, parce que là, c'est très spécifique. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on combinerait pas les deux, c'est-à-dire donner un coup de boost au cerveau avec le neurofeedback, aider si la personne a de la dépression, des troubles du sommeil, un peu de stimulation et aider le moteur avec Recoverix. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, Recoverix, c'est quelque chose qui est complexe, mais on vous l'a détaillé en plusieurs étapes. Patrick, si à un moment tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à faire un signe ou à m'interrompre. Ou alors je te prends cette partie et tu complètes ce que j'oublie.
Comme tu veux, ça va être un peu neuro, mais je peux reprendre quand tu... Commence par la partie neuro, il n'y a pas de souci. Alors, ça, c'est un casque EEG de Recoverix. Ça, c'est ceux qu'on utilise. La différence par rapport à un neurofeedback, c'est qu'il n'y a pas toutes ces électrodes comme on a vu. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, là, vous avez, si vous comptez, vous avez 19 lignes parce qu'il y a 19 électrodes. Recoverix, c'est un petit peu différent. Elles sont localisées principalement ici. C'est où? Petit rappel, au niveau du cortex moteur et sensoriel. Hein. C'est vraiment cette bande-là qui est vraiment prise en charge. Et aussi, voilà, ici, c'est avec du gel. Le neurofeedback, chez nous, c'est avec de l'eau. Ça, c'est des petites différences. Et vous voyez, du coup, le EEG, il y a moins de lignes. Mais ça, c'est un EEG Recoverix. Alors, donc déjà, au niveau du matériel, ça ressemble à ça. Il y en a 16, il n'y en a pas 19. Et c'est focalisé là-dessus. Voilà. Alors pourquoi c'est focalisé là-dessus? Pourquoi neurofeedback on en a 19 et pourquoi Recoverix il y en a que 16? Est-ce que du coup ça marche moins bien parce qu'il y en a moins? Spoiler alerte, non. C'est pas le nombre d'électrodes qui va déterminer le succès, ok? C'est l'utilisation correcte de la méthode déjà, première chose, et plein d'autres facteurs. Donc ici, pourquoi on se focalise en fait sur ce truc moteur, sur cette bande motrice? Alors, parce que Recoverix va utiliser ce qu'on appelle l'imagerie motrice. Le but de Recoverix, ça va être de réparer le cerveau et aider au niveau des connexions qui ont été négativement impactées et altérées pour aider le cerveau à les réparer ou en refaire des nouvelles. Parce que, chose que vous devez savoir, le cerveau est tout à fait capable de délocaliser une fonction perdue. C'est-à-dire, si vous avez eu un saignement ici, au niveau de l'AVC. Du coup, cette zone est considérée comme morte puisque le sang tue les neurones. Et du coup, vous avez perdu la marche. Okay. Le cerveau est tout à fait capable de faire de la place sur son... C'est comme le disque dur quand vous le nettoyez. Hein, et il va installer, par exemple, chez vous, il va mettre la marche ici. Parce que ça, c'est une zone qui est fonctionnelle. Elle sert à autre chose, mais le cerveau, il est plastique, il est flexible. Il va déplacer, délocaliser sa fonction et essayer de la réinstaller à un autre endroit. Et c'est pour ça que c'est super important de faire la rééducation et la prise en charge très rapide, parce que le plus tôt vous le faites, le plus tôt le cerveau va pouvoir switcher et relocaliser sa fonction. Ça marche comme ça pour le haut niveau moteur, langage, etc. Et c'est pour ça qu'on récupère même quand on a des zones du cerveau qui ont été abîmées. Et c'est ça qui est super, parce que rien n'est jamais figé dans le temps et rien n'est jamais, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu ça que tout est fini. C'est pas parce que vous avez souffert de ça, et dans le neurofeedback c'est pareil. C'est pas parce que vous avez 65 ans et que vous avez de l'anxiété que ça sert à rien de travailler pour se sentir mieux. Voilà. Il y a toujours, n'importe quel âge, le cerveau peut changer, s'améliorer, fonctionner. Aucun problème. Moi, j'aimerais faire le lien ici avec ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, ces recommandations des deux associations du Canada et des États-Unis, pour justement ici retrouver les différentes techniques, les différentes approches de traitement qui sont donc intégrées d'office dans le traitement Recoverix. Et à ce moment-là, on a essayé de vous les résumer. Il y en a 7 au total, mais on a fait trois grands groupes. Et je pense que c'est toujours de se rappeler, il faut faire plusieurs choses à peu près au même moment ou de façon pas trop espacée. Ben, ici, la première des choses, c'est justement la partie imagerie motrice. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, en deux mots, on dit à la personne, ben voilà, il faut s'imaginer un mouvement. Certes, un mouvement quand le bras est paralysé qui n'est pas possible, mais c'est avec cette imagination que on commence un peu à aller sur la voie, et la personne qui imagine, quelque part, il y a une stimulation au niveau du cerveau déjà qui commence à se faire. Mm-hmm. Voilà. L'imagerie motrice, Mélanie nous a animé ici le processus. C'est un peu comme aller à la gym, voilà, faire du mouvement. C'est exactement pour le cerveau, en fait, que vous imaginiez ou que vous le fassiez, c'est la même chose. Si vous regardez sur un IRM l'activation en temps réel d'un cerveau, si j'imagine que je fais ça, sans le faire, hein, si maintenant dans ma tête je l'imagine, ça sera la même chose que s'ils me font l'IRM, que je le fais. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre imaginer et faire, et c'est pour ça que ce processus d'imagerie motrice, c'est la première étape du recovery, c'est déjà pense au mouvement,
même si tu es paralysé, juste imagine que ton bras gauche se lève, hein, et ça va activer les neurones pour faire ce mouvement au niveau du cerveau. Et c'est ça qui est très important. En même temps, pour aider la personne, on l'a vu tout à l'heure avec le neurofeedback, on voit que quand on aide la personne avec des récompenses, de la même façon que les animaux apprennent mieux à faire ce qu'on attend d'eux en leur donnant des friandises quand ils font bien, le prochain slide va nous montrer qu'on a aussi une deuxième étape. Voilà, une deuxième étape, la réalité virtuelle qui fait en sorte, de façon plus ou moins fancy, mais que cette imagination d'un côté, ou dans le cerveau plutôt, c'est relié à un vrai mouvement. Et donc, au niveau du Ricavrix, on va le voir sur un écran. Ouais, c'est grâce à ça. Voilà, c'est grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. En fait, quand vous imaginez le mouvement, pour votre cerveau, c'est comme vous le faisiez, et en fait, ça active les neurones miroirs. Et les neurones miroirs, ils sont où? Ils sont au niveau du cortex moteur sensoriel et un peu à l'arrière, plus au niveau pariétal. Et eux, en fait, que vous imaginiez, que vous regardiez quelqu'un faire le mouvement, ce serait la même chose que de le faire. Et c'est pour ça que la réalité virtuelle ici, c'est en gros la récompense. C'est-à-dire la personne va imaginer le mouvement et boum, l'avatar qu'elle va regarder en face va faire le mouvement pour elle. Et donc, il va y avoir une association de « j'ai imaginé, un mouvement s'est passé » et ça active le même neurone que si la personne était capable de faire le mouvement. Et donc, c'est ça, on veut rétablir le chemin des neurones moteurs pour qu'il y ait, à la fin, que ce soit le cerveau qui le fasse, c'est-à-dire que le jour où ensuite vous allez l'imaginer, ça va vraiment arriver. Ce sera plus l'avatar qui va le faire, ce sera plus juste dans votre tête, il va y avoir du mouvement qui va se faire. Et ça, on va le booster. Voilà. Et donc, on va rajouter un troisième élément, surtout au début, quand on n'a matériellement pas la possibilité de bouger le membre paralysé, que ce soit le bras ou que ce soit la jambe. Ici, sur l'icône, c'est représenté que par le bras, mais vous le voyez sur l'image, donc la jeune femme a aussi des électrodes sur donc en dessous du genou. Voilà, donc sur la jambe, et on a des électrodes sur donc le bras, sur l'avant-bras. On le voit très peu, mais Là. Ces deux choses combinées font que quand l'imagerie motrice est bien effectuée, quand la personne a donc bien visualisé ce qu'on lui a demandé, que le poignet se lève ou que la jambe fasse le mouvement, à ce moment-là, au niveau de la réalité virtuelle, il se passe quelque chose, c'est déjà une forme de récompense, sans même que les bras ou les jambes n'auraient besoin de bouger, mais pour en faire mieux, pour justement combiner, comme on a vu tout à l'heure, qu'il faut faire plusieurs choses de façon simultanée si possible, sinon pas trop espacée dans le temps, ici on le fait en simultané, en temps réel. Il va y avoir une légère impulsion, ça fait un peu comme des gribouillis sur la peau. Oui, c'est pas quelque chose qui est douloureux, hein, pas du tout. Non. Donc ça, c'est quelque chose qui permet justement d'actionner le poignet, parce que le poignet qui bouge, c'est fait par les muscles qui sont situés ici. Ici, oui, là, juste voilà. là. Hop. Et le fait donc de rajouter ou de donner une impulsion électrique toute douce permet justement de faire en sorte que ce mouvement se fasse. Et les trois choses combinées vont justement faire à ce que cette boucle se referme, que la personne réapprenne ce qu'elle a perdu. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, vous imaginez le mouvement, mais vous savez pas le faire. Vous l'imaginez, vous le voyez bouger en face de vous en miroir, hein, et en plus, votre muscle se lève grâce à la stimulation. Donc, c'est pour ça que même avec des gens qui ont vraiment des altérations physiques qui sont très fortes, ça marche très bien parce que c'est la boucle qui est normalement effectuée par le cerveau pour faire un mouvement. Sauf que c'est des choses inconscientes et extrêmement rapides. Là, ce qu'on vous décrit, ça a l'air d'être long,
Mais en fait, ça se passe, on va vous montrer après une vidéo d'une séance en cours, ça se passe dans un très court laps de temps. C'est-à-dire que il y a une consigne qui va être donnée d'imaginer le mouvement gauche ou le mouvement droit, et la personne va le faire, l'avatar se lève et vous allez voir, le bras va se lever sur la vidéo, mais c'est pas la personne qui le bouge, c'est le fait qu'il est imaginé et que du coup la stimulation et l'avatar lui donnent la récompense. Donc, c'est quelque chose qui se passe sur un espace entre 5 et 8 secondes. Donc, c'est pas quelque chose qui dure des heures ou qui soit douloureux. Non. Mais au contraire, maintenant que vous avez une première compréhension de ce que c'est la méthode Recoverix, imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous fassiez qu'une séance de kiné ou que vous fassiez qu'une séance de... Vous voyez? Donc, c'est relativement incomplet les techniques et les traitements qu'on a vus précédemment. Avec Recoverix, il y a un peu tout qui est bien articulé, où il y a tout qui vient ensemble. Moi, la première fois qu'on me l'a présenté, cette méthode, c'était « Ah ouais, fallait y penser ». Oui. Et la société qui a donc fait ses recherches et qui ont donc mis sur point cette nouvelle technologie, ils ont bien fait. Et justement, ils ont eu la réussite, et ils ont la réussite avec tous les patients qui arrivent chez eux. Ça aide aussi bien le côté bras qui est paralysé ou jambe qui est paralysée, mais ça va même au-delà, parce que au niveau de ce qui se passe dans la tête, là où c'est le côté moteur, ça aide aussi pour tout ce qui est parlé, pour ce qui est avalé, ce genre de choses qui n'étaient peut-être pas visées à prime abord, mais ils ont quand même vu au niveau de leurs patients qui leur disent il y a ça qui s'améliore, il y a ça qui s'améliore, tout ce qui n'était pas initialement l'objectif principal, mais comme tout est un peu lié et c'est aussi organisé ou contrôlé par ces mêmes zones au niveau du cerveau, ça s'explique en plus qu'il y ait ces améliorations-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aussi nous dans le neurofeedback, c'est-à-dire peut-être qu'avec tel patient, on va faire que l'anxiété, mais il n'y a pas que l'anxiété qui va s'améliorer, parce que c'est ça qui est aussi beau dans le cerveau, c'est que quand vous améliorez cette zone-là, comme cette zone-là, elle communique avec ces zones-là, elle marche mieux, donc la communication va être meilleure, donc elle va fonctionner mieux. En fait, il y a vraiment une réaction en cascade. Et c'est ça qui est super intéressant. Et ce que moi j'aime bien dans Recoverix au niveau de leur, je sais pas comment on peut dire ça, mentalité c'est pas le bon mot, mais ça me vient pas maintenant, de leur façon de voir les choses, c'est qu'ils ont su combiner, et ce qui je trouve parfois manquerait un petit peu dans le soin de manière générale, c'est vraiment un travail de, il y a la science des chercheurs spécialisés en technologie, qui ont fait cet appareil avec une qualité, une précision et le détail, etc., et qui est pas difficile à utiliser, à mettre en place. C'est pas un gros truc où il vous faut un hangar de la taille de je ne sais quoi. Donc déjà, c'est pas compliqué à mettre en place. Ils ont rendu ça vraiment accessible et ils ont combiné ça avec le besoin au niveau de tout ce qui se passe au niveau clinique, ce que les médecins, les infirmières, etc. ont besoin dans le soin avec les patients, et de faire une base scientifique solide. Donc il y a vraiment, c'est complémentaire, les connaissances des deux côtés, et je trouve ça chouette qu'ils aient fait ça, quoi. Il nous faudrait plus de ça. Voilà, comme ça, on a une première approche et on vous laisse découvrir sans plus attendre ce que se passe pendant une séance quand les gens sont donc chez nous. Donc là, par exemple, il va demander à droite l'avatar. Hop, la personne imagine le mouvement de droite et du coup, l'avatar suit tout de suite. Et là, vous voyez les muscles qui bougent. C'est dû au patch de stimulation qu'il a collé sur les muscles. C'est pas lui qui le fait. Lui, tout son travail, c'est seulement d'imaginer de lever le poignet du bon côté. Et il y a, alors vous l'entendez pas, je pense, il y a du son. Ouais. Voilà, il y a une voix dans le logiciel qui dit gauche ou droite. Donc le patient sait, ok, là elle m'a dit gauche, donc il faut que j'imagine mon poignet gauche qui se lève, mon poignet droit, etc. S'il le fait bien, il a la stimulation qui va le faire lever pour lui. Et vous voyez, il est pas en souffrance, il est détendu, il est concentré, voilà, très focus sur ce qu'il fait. Ça demande de la concentration, ça c'est vrai, il faut le dire. Il faut être bien concentré, bien impliqué. Il
faut savoir aussi que dès que la personne n'imagine plus le mouvement, le bras tombe. Oui, Et ça, c'est quelque chose où les gens, au début du traitement, ils ont un peu tendance à, OK, j'entends gauche, OK, bah, je lève mon bras gauche parce que bah, j'ai l'imagination. Ah bah tiens, le bras, il est levé, c'est et bon, il je peux lâche y la aller. concentration. Et lâche la concentration, mais sauf comme on mesure ce qui est en train de se faire au niveau du cerveau, dès que l'effort n'est plus fourni, ben nous, on ne fournit plus le jus et le Oui, bras, il tombe. Et le donc, au but, c'est que ce soit début, précis, en fait. Il faut que ce soit précis au niveau de voilà. la calibration. Faut pas que ça encourage de pas imaginer le mouvement. Voilà. Et donc l'avantage avec justement de tout ce qui est brain-computer interface, on sait exactement s'il y a cette visualisation ou non, et on donne justement cette récompense que et aussi longtemps que cet effort est fourni. Mhm. Et du coup, l'entraînement, il est beaucoup plus, enfin, il sert beaucoup plus parce que si on donne la récompense tout le temps, ben, rappelez-vous le chien à qui on donne tout le temps des friandises, c'est pas les mieux éduqués, ils font Mm. pas ce qu'on attend d'eux. Et donc, de ce côté-là, il est très important de savoir, et c'est pour ça qu'on mesure au niveau du cerveau qu'est-ce qui se passe avant de donner récompense Mm. qui est donnée sous deux formes. Encore une fois, la réalité virtuelle. Ici, vous voyez l'exemple, c'est le fromage. On le voit pas trop bien, Non, mais à il y a l'écran, du fromage au milieu, là. il y a du fromage au Avec une milieu, il y a une souris, souris il qui faut lui faire arrive, peur. et du coup, faut chasser la souris. Et ben, c'est justement le mouvement de lever le poignet, qu'elle vienne de gauche ou qu'elle vienne de droite. Cette souris, voilà, si on fait bien l'exercice, elle n'aura pas de fromage. Voilà, il faut, Quelque part, ouais. il y a aussi ce côté jeu qui aide à ce que la personne reste motivée, à ce qu'elle se laisse prendre au jeu. Voilà, je viens. C'est plus pour chasser la souris, pour gagner au jeu, C'est être plus concret. fort qu'elle. C'est concret. Et aussi, on donne cette tâche à la personne. Toi, tu as maintenant une tâche. Ce n'est pas, tu vas chez le kiné et lui, il va bouger ton bras. Tu n'as rien besoin de faire. Ici, c'est vraiment concret. On donne une tâche, on dit il faut imaginer ce mouvement et en le faisant, il y a donc tout cet enchaînement qui suit. Mhm. Vous le connaissez à présent, donc la réalité virtuelle et du coup la stimulation aussi électrique sur les membres. Mm. Alors, ce qui est important de savoir ou de préciser, on ne stimule en aucune façon, de façon électrique, le cerveau. Donc, au niveau du cerveau, si on veut, c'est read only. Donc, on va juste capter ce que le cerveau fait, et c'est au niveau de l'écran qu'on donne un feedback de façon très similaire au neurofeedback. Si la personne le fait bien, Elle ben, est le bras se récompensée. lève. Mhm. Sinon, le bras ne se lève pas. Il faut que ce soit S'il y a précis. Voilà. Et s'il y a stimulation électrique, c'est uniquement au niveau des membres qui sont donc affectés. Mm. Voilà. Voilà, la période, il faut que ce soit précis. On peut pas juste se contenter de récompenser n'importe quoi. Donc, toute une phase de calibration, etc. Voilà, c'est très très précis, c'est très rapide, mais il sait voir il sait très bien. Alors, on vous a pas mis toutes les photos du logiciel côté praticien de tout ce que nous on regarde comme data. C'est des graphiques très complexes, donc on vous épargne ça, mais c'est très précis. Il sait exactement est-ce que le client maintient 4 secondes son truc imaginaire, est-ce qu'il le maintient 5, est-ce qu'il le maintient assez ou pas, est-ce qu'il, du coup, en fonction de ça, est-ce qu'on doit l'aider, le motiver, mieux lui expliquer pour que la phase de calibration soit meilleure. Il y a voilà, plein de choses qui se passent. Très très Voilà. intéressant. J'ai vu défiler une question là, de Lisa qui demande combien de temps dure une session pour un patient. Donc, il faut compter une bonne heure. Ça inclut le temps de mettre la cape, de donner les explications, de s'installer et donc faire les exercices. Dans une séance, c'est découpé en plusieurs parties. Mélanie, tu en parlais déjà brièvement. Il y a une partie de calibration, c'est-à-dire c'est là que nous, on a une idée de comment le cerveau devrait se représenter quand la personne fait donc cet exercice d'imagination. Mais en même temps, chaque personne est légèrement différente, donc le Mhm. système apprend comment ça se représente dans le cerveau de la personne en question pour ensuite pouvoir faire la distinction entre il imagine à gauche, il imagine à droite, il imagine assez longtemps, il imagine pas du tout.
Ce genre d'états sont donc connus après un certain temps. On parle ici de 80 exercices, donc 80 répétitions, où la personne va donc faire attention à l'instruction qu'elle va recevoir, qu'elle va faire l'imagination et donc son bras va bouger et elle va se reposer. Et puis après une courte pause, hop, on reprend. Et pause et on reprend. Donc là, il y a 80 exercices qui sont faits. Après 40 exercices, il y a une pause de 2 minutes. Et après les 80 premiers exercices, on peut parler de la phase de calibration qui est terminée. La personne s'est déjà entraînée. C'est un peu les deux en un. Et il se passe, vont suivre encore une fois 2 séries de 80 exercices. Donc, sur une séance qui dure à peu près 1 heure, la personne aura imaginé le mouvement gauche-droite 240 fois. Et pour traiter donc des personnes qui ont souffert un AVC, 25 séances sont préconisées par le constructeur de cet appareil. Ouais. Ce qui fait, mathématiques, 6000 répétitions. Et c'est le nombre de répétitions qu'il faut à un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher va d'abord apprendre à se lever, puis va tomber, et il va essayer à nouveau, il va essayer à nouveau. À un moment donné, il va tenir la balance, mais il ne sait pas encore marcher des tonnes. Et ben, à force d'essayer et de tomber et de se relever à nouveau, l'enfant, l'ayant fait 6000 fois, il sait marcher. Ouais. Et ici, on fait exactement la même chose. Donc, on donne la possibilité de façon très condensée, sans que ça fasse trop. Je veux dire, la personne peut à tout moment demander une pause. Mais on remarque aussi avec les gens qui viennent chez nous que souvent, ils disent non, pas besoin de pause, on continue. Ouais. Donc ça, c'est très, très encourageant. On sait aussi, on n'a pas encore fait nous-mêmes, mais on sait de nos confrères autrichiens qu'ils ont eu des personnes qui ont fait des séances, on va dire, intensives. La personne vient le matin, fait une séance, fait une pause d'une demi-heure ou quoi, et refait une séance entière. Donc 2 fois les 240 Sur la même journée. sur la même journée. Ouais. Moi, je peux vous dire que les gens qui viennent chez nous disent déjà qu'ils dorment très très bien et ils font des nuits entières sans se réveiller. C'est bon. Ben, peut-être une application diverse pour le Recoverix si on était à court de clients. Donc, vous voulez bien dormir. Là, le cerveau il va être suffisamment fatigué pour vous laisser tranquille pendant la nuit et vous allez dormir toute la nuit. Ouais, Voilà. je rebondis parce que Lisa, du coup, a posé cette question, donc tu avais partiellement répondu, où justement elle demandait, mais comment vous gérez la fatigue de la personne et si elle a de l'inattention. Et c'est effectivement le plus gros point important de Recoverix, Patrick. Alors comment tu gères, voilà, si la calibration est pas bonne ou s'il s'ennuie ou si... Oui. Alors, il y a différentes choses là-dedans. Bah, tout d'abord, on a donc tout un entraînement là-dessus. Donc, je pense que le rôle du thérapeute est très important, de vraiment expliquer à la personne à prime abord qu'est-ce qu'elle vient faire. Ensuite, de garder la motivation avec des encouragements. Ce n'est pas juste la machine qui fait tout le travail, mais c'est vraiment un travail d'équipe. La machine y est pour quelque chose, le patient bien sûr, et le thérapeute doit aussi être présent, d'encourager, de donner des feedbacks en disant voilà, là, vous imaginez fort au début, et puis voilà, vous laissez, la concentration part tout de suite. Et on peut le montrer de par des graphiques, ce que donc la machine a calculé, observe, on partage ça avec la personne. Et justement que la personne s'y prenne au jeu, histoire de dire, voilà, maintenant on va mettre l'effort là-dessus. Challenger. Challenger. On a eu des gens qui au début, bah, ils bougeaient le bras parce qu'ils pouvaient, ils avaient la motricité pour ça. La motricité n'était pas tellement affectée, mais on leur a dit, non, il faut que ce soit pas votre muscle qui fasse le travail, juste l'imagination au niveau du cerveau. Donc faire la part des choses, une fois que les gens le comprennent, souvent allez, ils reprennent un bon rythme d'entraînement. Et s'il faut faire une pause, on fait une pause. Donc là-dessus, c'est pas une machine. La personne peut avoir mal dormi, n'est pas en forme. Donc on tient compte de tout ça.
On a déjà eu aussi comment dire, des séances où la calibration ne s'est pas bien effectuée, mais on l'a refait. La À ce personne a du mal moment-là, à se concentrer, c'est pas son jour, et voilà, on voilà. refait, c'est pas grave jusqu'à ce que, ouais. Et la personne va aussi apprendre à se concentrer. Souvent, ce sont des gens qui sont restés très longtemps à la maison, isolés, à revenir un peu dans la vie, dans un centre où il y a des gens. Ah bah, c'est l'occasion de papoter. Oui, mais on le fait avant la séance où on leur dit, voilà, là, la pause va être terminée, Il faut hein, on va se reprendre. calmer, il faut reprendre, vous êtes là pour vous entraîner, on va passer à la partie sociale par la suite. Mhm. Voilà. Et puis il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire au final de se concentrer, parce que tout le monde dit se concentrer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est cette partie où tu parlais de bien expliquer le Mhm. processus de ce qui se passe dans Recoverix. En fait, ça fait toute la différence parce que si quelqu'un fait quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne le fera pas correctement ou il va perdre la motivation, il va trouver ça ennuyeux. Alors que si vous lui Ouais. expliquez, comme là, avec des mots simples, la réaction en cascade qui est importante pour récupérer la motricité, c'est des gens qui sont motivés. Ils viennent là pour ça. Voilà, ils sont ok que ça va prendre tant et tant de séances, que ça va se passer comme ça, etc. S'ils n'ont pas compris, on réexplique d'une autre manière. Et comme dit, ces graphiques qui apparaissent entre les sessions, ça permet de montrer, voilà, bah là vous avez super bien fait, donc ça les encourage. On leur montre les changements entre déjà au cours d'une session, de dire voilà là ça c'est mieux activé qu'il y a 5 essais qu'on a fait il y a une demi-heure. C'est voilà, le travail du thérapeute est effectivement surtout de motiver, d'aider à comprendre, d'encourager, parce que des fois, ben, il y a des gens qui vont un peu se frustrer de dire ah Mhm. voilà mon bras bouge pas, alors que non c'est pas le but, voilà d'enlever ce stress par rapport à ça. Et pour compléter, nous avons aussi différentes applications virtuelles. Donc ici, on peut voir une application où on chasse une souris, où on empêche une souris d'attraper le bout de fromage. Mhm. Ce que nous avons aussi, c'est une application où justement ça se passe sur une batterie, où les gens sont donc autrement actifs. Donc là-dessus, pour justement que ça soit pas tout le temps la même chose, le constructeur fournit justement différentes applications en réalité virtuelle. Il y a aussi avec une balle, je crois. Il y a pas mal Mm. de choses. Et si vous axez aussi sur le côté de, c'est le fait de bien faire dans votre cerveau, quelque part en raccourci, c'est le cerveau qui fait ça sur l'écran. Bah, les gens sont assez toujours surpris de dire c'est moi qui fais ça avec mon cerveau, c'est moi qui fais Mm. bouger l'avatar et qui fait bah oui, c'est pas nous on ne lance pas, on clique rien, c'est vraiment Ouais. votre effort. Donc il y a aussi ça qui surprend toujours un peu les gens qui n'ont pas l'habitude. Oui, on n'a pas encore l'habitude. Aujourd'hui, les gens qui jouent, bah voilà, c'est avec une manette, donc ils contrôlent le jeu. Mais prochainement, ce sera de plus en plus. Et Ça existe déjà, ça on a déjà existe fait déjà. des workshops, des ateliers comme ça, C'est où impressionnant. justement les gens peuvent contrôler l'avancée d'un jeu rien que Ouais. par le fait d'être concentré ou pas, ou Ouais. de mettre le focus sur un objet. Et à force de garder ce focus, bah, l'objet va exploser et il ne va plus être en Mm. chemin. Et voilà, dans le jeu, ils vont pouvoir passer. Ça va être très prochainement parce que ça existe déjà. Moi, j'aime bien un peu tout ce qui est jeux vidéo et je suis une jeune fille qui doit avoir à peu près mon âge qui joue avec un petit headband. Il y a des électrodes là et là et en fait, en fonction des gestes qu'elle va faire ou des mots qu'elle va dire, son personnage et c'est une précision, c'est impressionnant. Alors, je sais pas comment elle fait parce que je pense que ça doit être très fatigant, mais c'est impressionnant. Ça existe déjà. Ouais. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, une fois qu'ils s'y mettent à quelque chose, ils deviennent meilleurs et meilleurs à force Ouais. de répéter. Oui, Encore une mais c'est fois, la ça. répétition. Ouais, c'est ça. Mais c'est impressionnant. C'est la technologie va à une vitesse et on y voit. C'est vrai que ça peut être un peu parfois stressant de se dire oh, jusqu'où ça va aller, qu'est-ce que ça va permettre. Ça peut être effrayant, mais lorsque c'est utilisé comme pour dans des cas comme ça et que c'est mis à cette escient-là, c'est génial parce que ça Mm. change complètement la vie d'une personne. Et je pense que alors moi j'ai jamais été affectée personnellement ou dans mon entourage au niveau AVC etc. Mais je me mets à la place de ces gens, ça change votre vie. Mm. C'est quelque chose d'important donc.
Alors, au-delà de ce qui se passe en séance, là, on vous a montré une partie de ce qui se passe dans le traitement, mais comme disait Patrick, Recoverix, c'est beaucoup de choses. Alors, il faut savoir qu'en dehors de ces séances, des calibrations, des stimulations, il y a beaucoup d'examens, de bilans qui sont faits. Alors, il y a plein de noms, les évaluations sont longues et complexes, mais c'est ce qui permet de mesurer déjà où est-ce que vous en êtes à un niveau de départ, voilà, où est-ce que vous vous situez au niveau compréhension cognitif, langage, physique, etc. Vie quotidienne et ces évaluations, en fait, elles sont faites très régulièrement, justement aussi pour maintenir la motivation de la personne. Il y a aussi des vidéos qui sont faites, c'est-à-dire qu'on va filmer la personne pour voir à quelle vitesse elle se lève, à quelle vitesse elle marche, etc. Et cette évaluation est faite régulièrement. Il y a aussi une communication très proche qui est faite entre nous et le patient et la famille, de dire voilà, cette semaine il a osé faire ça, il a eu moins peur de ci, il a été capable de lever son verre pour boire sans trembler, sans renverser, il a pu se lever de sa chaise tout seul, j'ai pas eu besoin de l'aider. Plein de choses qui vont être apportées par la personne et l'entourage, mais c'est important d'avoir des choses précises à mesurer pour voir, voilà, est-ce que ça évolue, dans quel sens, etc. Donc ces choses-là sont aussi pour nous, pour monitorer l'évolution, de voir, voilà, est-ce que ça suit un bon rythme, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, est-ce qu'il faut rendre plus intensif les séances, est-ce que c'est peut-être trop par semaine d'en faire 5, voilà. C'est vraiment personnalisé et ça c'est super important. Donc on a des outils scientifiquement validés pour mesurer tout ça. Et qui sont évalués régulièrement. Alors avant, tu parlais des 7 choses, Patrick. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus voilà, Recoverix, c'est pas juste l'avatar et l'imagerie avec la stimulation, mais que ça a essayé de prendre en chose plein de Oui, choses en compte. exactement. Donc, ce qu'on a déjà vu, donc c'est l'imagerie moteur, donc motor imagery en anglais. Donc, c'est vraiment le fait de dire à la personne, tu imagines ce mouvement. Maintenant, le fait que ce soit un mouvement précis qu'on demande à la personne et pas de juste subir un mouvement qu'exerce par exemple un kiné, c'est ce qu'ils appellent le task-based training. Donc c'est vraiment un entraînement où on est acteur, actif, et où on n'est pas récepteur de ce que fait quelqu'un d'autre sur nous, passif. Donc ces deux choses-là, je pense, c'est le point d'entrée des deux premières approches combinées donc dans le fait d'avoir ce casque sur la tête, de dire à la personne il faut imaginer ça, il faut imaginer gauche, il faut imaginer droite, hein, ça alterne ce genre de choses. Et une fois qu'on fait ça, donc la réalité virtuelle, on l'a déjà expliqué, on le voit à l'écran, le bras gauche, le poignet droit qui bouge en synchrone par rapport à ce qu'on a imaginé. Le bras de la personne va également bouger, donc ça vous le connaissez déjà maintenant avec donc la stimulation électrique fonctionnelle, donc c'est-à-dire c'est que le bras qui va être stimulé en fonction de ce que la personne imagine. Si la personne imagine le bras droit, mais qu'on lui avait demandé le bras gauche, il n'y a pas de stimulation. Donc à ce moment-là, il est très important, ça c'est le mot fonctionnel qui est très important parce qu'il n'y aura pas chaque fois de la stimulation électrique, mais il y aura de la stimulation électrique que quand vous êtes sur précis. Le côté et quand on est précis. Voilà. Parce qu'on veut remettre les bons chemins neuronaux. On veut pas juste remettre des chemins neuronaux pour remettre des chemins neuronaux. Sinon, l'entraînement, il est moins efficace. Ouais. Et Mélanie nous l'a expliqué déjà tout à l'heure avec les neurones miroirs qui sont activés au niveau du cerveau. Rappelez-vous son exemple, quand on lève le bras, que vous me voyez lever le bras ou que vous le fassiez vous-même, le fait que vous me voyez lever le bras, ça va justement déclencher des neurones miroirs dans votre cerveau. Vous pouvez réfléchir et imaginer que quelqu'un ou vous-même lève le bras au niveau du cerveau, quitte à ce que ça, on peut pas trop le sentir, mais c'est quelque chose d'un point de vue électrique qui peut être observé et qui se fait donc. Oui. Le fait de le faire et de le répéter fait justement qu'il y a un développement au niveau du cerveau à ce moment-là. Et donc, plus on le fait,
ben, plus on va avoir ces neurones qui vont être présents, qui vont être activés, qui vont se renforcer. Et ça va être la base. Je rappelle encore une fois l'exemple de l'enfant qui va avoir suffisamment de neurones pour avoir vu quelqu'un d'autre, pour avoir essayé soi-même de se lever, d'apprendre à marcher. Bah, ici, c'est la même chose. Et donc, l'effet de voir à l'écran un bras qui se lève, un poignet qui se lève, ça, c'est suffisant pour que dans le cerveau se passe quelque chose. Voilà. Ouais. Donc, le prochain, c'est l'entraînement des deux côtés. Et c'est là qu'on encourage justement, en disant, voilà, maintenant c'est le bras gauche, maintenant c'est le bras droit, le fait que ce n'est pas un à un, chaque fois gauche, droite, mais d'alterner. C'est aléatoire. C'est aléatoire, plusieurs fois à gauche, et bon. Le fait d'utiliser donc le cerveau, les deux hémisphères, il va y avoir donc comment dire, la coordination entre les deux hémisphères va à nouveau être activée. Ouais. Chose qui ne s'est peut-être pas faite parce que aussi la personne dit oh mais le membre là, je ne peux pas, je dois tout faire avec l'autre membre. Voilà. Et à ce moment-là, dernier en date, donc dernier élément, Constraint Induced Movement Training, c'est le fait d'inviter la personne à réintroduire dans la vie active le bras ou la jambe qui jusqu'ici a été un peu écarté pour cause de paralysie. Et le fait de pouvoir réintroduire et de pouvoir s'exercer en séance chez nous sur les deux membres, bah, ça fait tout un effet. Depuis l'imagination, en passant par la réalité virtuelle, les effets, les neurones miroirs, le fait de réactiver les deux hémisphères pour en finir avoir justement entre les deux membres, pas que celui qui va mal. Et à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que les fine motor skills. Hein, donc, oui, la motricité fine en français. La motricité fine va justement être entraînée par ces techniques. Et c'est là que c'est très important de voir que la personne qui voit qu'il y a des changements, ça va aider la motivation de la personne. Les retours que nous font les gens qui s'entraînent chez nous, qui disent « Ah, j'ai observé que je réintroduis mon bras gauche de plus en plus dans la vie de tous les jours. » C'est super pour eux et c'est aussi la preuve que l'entraînement y est pour quelque chose. Oui, ça les motive, ça les stimule. Voilà, ça les stimule et ça leur permet des choses qui étaient perdues. Et une chose dont on n'a pas parlé ici, c'est que des gens qui ont subi un AVC il y a 5, 10, 15, voire 20 ans peuvent venir chez nous s'entraîner et peuvent justement obtenir des effets significatifs après tant d'années. Et je pense que ça c'est encore super déjà important. Que c'est une super méthode qui fonctionne, qui aide les gens, mais si en plus elle peut aider des gens qui n'avaient plus cet espoir de retrouver mobilité après tant d'années, je pense que là, c'est carrément double dose. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de temps après lequel vous pouvez plus bénéficier de Recoverix, puisque je vous expliquais tout à l'heure, le cerveau est plastique. Le cerveau peut changer, s'améliorer, apprendre une nouvelle chose. Peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez apprendre quelque chose. Donc, il peut apprendre à faire ça. Comme si c'était un cerveau d'enfant à faire un mouvement. Il peut apprendre. Good. Et donc, voilà, dernier rappel que Recoverix est donc... peut-être on peut juste retourner sur le slide d'avant. En haut à droite, tu nous l'as mis. C'est le seul système à notre connaissance qui combine et qui respecte donc la majeure partie des recommandations donc des associations qu'on vous a présentées au préalable. Donc justement, une association, plusieurs associations qui disent voilà, il faudrait faire quelque chose qui soit à peu près ça, cette combinaison de techniques de techniques d'entraînement. Et ici, dans Recoverix, on retrouve justement qu'une grande partie de ces recommandations sont donc combinées et ensemble avec d'autres techniques auxquelles nous avons accès au niveau du neurofeedback, que ce soit la stimulation du nerf vague. Voilà, donc on a
quelque part sous un toit suffisamment de techniques qui se complètent entre elles et qu'on peut donc proposer, et voilà, on va le voir sur les slides qui suivent, comment on propose de Oui, puis on a la proposer le chance d'avoir neurofeedback. accès à la technologie aujourd'hui. On a cette chance-là aussi de Voilà, et le cette fait de évolution. disposer du neurofeedback, du recoverix, bon, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre? C'est Donc tous les ça, deux on avec vous le les a... G. Voilà, il y a un truc sur la tête. C'est On pas vous pareil, a... c'est complémentaire. Voilà, ça a des on vous a... spécificités. Voilà, tu nous les présentes, Mélanie? Alors, le neurofeedback, c'est surtout la régulation de l'activité électrique cérébrale. Voilà, vous avez trop d'ondes ou vous n'avez pas assez d'ondes, et c'est d'amener le cerveau à s'auto-équilibrer, de baisser ce qu'il y a en trop et d'augmenter ce qui manque pour arriver à un état de bien-être. Donc voilà, c'est le cerveau qui apprend à s'adapter tout seul et à mieux s'adapter. Par contre, le recoverix, c'est aussi avec de l'EEG, comme le neurofeedback, mais là, c'est vraiment, il y a quelque chose au niveau moteur, des nouveaux neurones qui doivent se faire, des nouveaux chemins. Alors, dans le neurofeedback, on sait aussi que il y a plus de meilleure communication neuronale, etc. Donc, il y a des événements en chaîne qui sont similaires, mais c'est la finalité qui est pas la même. Avec recoverix, on cherche vraiment à rétablir tout ce qui est motricité et plein d'autres choses qu'on va vous montrer, parce que c'est pas que ça. Alors que neurofeedback, c'est vrai que c'est très axé santé mentale, symptômes, difficultés et retrouver un meilleur équilibre. Voilà. Mais c'est des choses aussi qui arrivent dans recoverix, parce que les gens, vous allez voir, il y a plusieurs choses qui s'améliorent. Pas juste vous allez de nouveau vous lever, bouger vos bras, etc. Parce que le cerveau, c'est ça qui est chouette. Alors les chiffres que vous trouverez si vous lisez sur recoverix, les études, leurs résultats, etc. Voilà ce qu'ils rapportent. Alors nous, on a focalisé sur l'AVC aujourd'hui. Il faut savoir que recoverix, comme disait Patrick, est en constante évolution, et au niveau de la recherche, sacrée évolution. Ils sont aussi des très bons résultats au niveau de la sclérose en plaques et des traumas crâniens. Et je sais que là, en ce moment, ils avancent sur Parkinson et d'autres troubles neurologiques. Et c'est en très bonne voie, parce que forcément, ils ont dit, bon, pour l'AVC, ça marche super bien. Est-ce que ça marcherait pas pour d'autres choses? Et c'est là où la sclérose en plaques est venue, et où ils ont eu des très, très bons résultats, même chez un patient 17 ans après son diagnostic. C'est impressionnant. J'ai regardé ce cas-là, c'est magnifique. Donc voilà. Et l'avantage, c'est comme le neurofeedback, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire. C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir de douleur, vous n'allez pas avoir de choses négatives ou bizarres qui vont arriver. C'est-à-dire, ça va juste aider à faire ces fonctions motrices, à les améliorer. Voilà. Il n'y a pas ce risque d'effet secondaire pour peu importe le statut médical passé de la personne. Voilà. Alors si on regarde, on parlait tout à l'heure de montrer, de visualiser, montrer à la personne que ça s'améliore. Donc je vous disais, on les filme, on chronomètre, on fait les tests, les évaluations physiques, les évaluations cognitives, etc. La personne va rapporter des choses. Là, voilà, c'est une partie de type de graphiques qui peuvent être retrouvés dans les résultats, et ce qu'on va remettre à la personne aussi, c'est-à-dire, vous avez des graphiques, on regarde combien de temps il met à se lever, combien de temps il met à se mettre à marcher, quelle est la distance qu'il va pouvoir parcourir en un temps donné. Si elle augmente, c'est qu'il marche plus vite, c'est qu'il marche avec plus d'assurance, c'est qu'il a moins peur de perdre l'équilibre ou de trébucher. Donc voilà, il y a pas mal de tests qui sont à faire. Donc c'est vrai qu'il y a du travail niveau clinicien à monitorer, mais c'est ça qui est important de montrer aussi à la personne. Voilà, c'est pas juste on vous change des trucs dans le cerveau, des couleurs ou des trucs électriques, c'est bien beau, mais comment concrètement dans le quotidien du client ça se reflète. Maintenant, pour ceux qui aiment les chiffres, ici, on voit donc des évolutions. Je veux juste revenir un peu dessus en termes de quelle amélioration ça représente. Donc, tout à fait à gauche, on voit 42. Donc, c'est le temps qu'il a fallu à la personne pour se lever, parcourir une certaine distance, revenir s'asseoir. 42 secondes. 42 secondes. La même distance après donc 6 séances, après 11 séances, après 16 séances, après 21 séances et donc après les 25 séances. Vous voyez que le progrès n'est pas une ligne droite, mais la personne a eu besoin de moins en moins de temps pour couvrir la même distance. Et donc, in fine, si on dit que voilà, il a fallu 42 secondes, mais maintenant 21, ça aurait été la moitié,
la personne a besoin de 26 secondes. Donc, on parle de presque 40% d'amélioration. Donc ça, c'est quand même fantastique par rapport à se lever, faire le tour, s'asseoir. Et je pense que la différence se voit surtout sur des vidéos qui ont été tournées de voir la personne avant. C'est vraiment une personne malade qui se lève, qui a du mal, qui a besoin de béquilles, qui marche péniblement, qui De prend travers, je me beaucoup rappelle. de travers, qui a besoin de beaucoup de temps. Et après traitement, après 25 séances, on peut dire beaucoup, on peut dire que 25 séances, parce que des fois c'est des années de galère, ben, la personne peut maintenant vraiment se lever et ce n'est plus une personne super malade. C'est un patient, certes, mais c'est une personne qui a gagné en confort au niveau de sa vie et qui marche maintenant presque 2 fois si vite. Le deuxième, c'est un 6-minute walk test. C'est justement pour montrer combien de distance peut la personne parcourir. Au début, 34 mètres. À la fin, 101 mètres. Donc, 101 mètres, c'est presque 2 fois la distance en plus. Donc, on peut dire, elle a du coup 3 fois la distance couverte au début. Mais c'est un progrès de 197%, donc presque x2 en termes de progrès. C'est tellement énorme. Mis en pourcentage, ça a plus de poids. Ça, oui, c'est clair. Et vous le voyez aussi au niveau du graphique. Encore une fois, ce n'est pas une ligne droite. Au début, il y a amélioration, puis un peu plus d'amélioration, puis... Et à la fin, c'est vraiment là qu'on voit le cerveau a compris, le cerveau maîtrise à nouveau cette tâche. Et en termes de troisième et le dernier qu'on vous présente ici, mais il y en a beaucoup plus qui sont passés, c'est de simplement dire à la personne, lève-toi, marche 10 mètres, et puis je chronomètre. Et à faire ça, au début, la personne a besoin de 9 secondes, et à la fin, elle peut le faire aisément en 6 secondes, qui est accessoirement 33% d'amélioration. La deuxième courbe que vous voyez, c'est le même test, mais on dit à la personne, lève-toi et va aussi vite que tu puisses le faire et pas à la vitesse comme tu voulais, comme c'était le cas dans la première des 2 variantes. Donc, bien sûr, la personne sait le faire un peu plus vite si elle s'y donne à fond, même avant le traitement, mais on voit qu'on tombe quand même de 6 secondes à 4 secondes. C'est quand même, encore une fois, une amélioration. Et je pense que ce n'est pas seulement ça. On ne le fait pas pour chronométrer et pour dire, voilà, il y a des pourcentages. On le fait pour, in fine, pouvoir bouger, pour pouvoir mieux agir dans la vie de tous les jours. Ça, on va le voir, je pense, sur les slides qui vont suivre. Je pense que c'est la suivante, oui. Ça va venir. On peut passer à celle-là. Oui. Ok. Oui, c'est pas que ça, et c'est pas juste pour améliorer des graphiques. Comme je dis, c'est comme dans le neurofeedback, c'est bien beau les cerveaux avec les couleurs et que c'est plus ou moins coloré après, mais c'est pas ce qui compte. C'est qu'est-ce qui, dans le quotidien, va mieux et où est-ce que vous vous sentez de mieux. C'est ce qui compte. Après, qu'il y ait encore un petit peu de ci là ou de ça si c'est quelque chose qui dérange pas, le but, c'est pas la perfection du cerveau. Ça n'existe pas. La normalité non plus. C'est si le client, il vient et dit, j'aimerais pouvoir savoir me couper ma viande, eh ben alors go, on va faire en sorte que ce monsieur, après les séances, il sache couper sa viande, parce que peut-être que c'est ce qui est important pour lui. Ça, c'est aussi super important. C'est nous, ce qu'on voit en termes de qu'est-ce que au niveau du clinicien, il faudrait faire ça. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est d'avoir le beau graphique, ou est-ce que c'est le monsieur, il sait de nouveau couper sa viande? C'est qu'il sache couper sa viande parce que c'est ce qu'il veut aussi. Alors, les améliorations, elles sont assez importantes parce que, comme je vous disais, le cerveau, c'est en réseau, vous améliorez une zone, ça on améliore d'autres. Donc il y a vraiment une réduction au niveau de la spasticité, ça c'est les tremblements et la rigidité, quand vous avez le membre qui est rigide et ça tremble. Donc il y a moins de spasticité, c'est dur à dire, moins de tremblements, et il y a vraiment une baisse de l'utilisation de tout ce qui est aide à la marche et au déplacement. Donc ça c'est vraiment super. La motricité fine, donc tout ce qui est très précis avec les doigts, etc., ou global au niveau des grands mouvements, comme je fais ici, marche bien, on se lève plus rapidement, on marche plus vite, on l'a vu avec les graphiques,
plus de longue distance, plus déstendu, voilà. Et on a plus de sensations au niveau de son corps. Hein. On sent mieux la température, on sent mieux les picotements, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui se passent parce que forcément, si vous marchez mieux, si vous arrivez à couper votre viande, à vous servir le verre d'eau, à faire un câlin à quelqu'un de votre famille, ça va avoir un sacré impact sur votre bien-être émotionnel et psychologique. Hein. Vous allez vous sentir plus actif, vivant, de très bonne humeur, forcément plus rire. Ayant moins de tension, vous allez avoir moins mal, vous allez avoir plus de confiance en vous. Patrick parlait tout à l'heure de les séances sont fatigantes, donc vous allez mieux dormir. Donc, qui dit mieux dormir, ça, j'aimerais juste revenir là-dessus sur le sommeil. On ne peut pas avoir un cerveau qui fonctionne bien et à son plein potentiel sans sommeil. Et là, je parle pas que de Recoverix, je parle de manière générale. Les problèmes de mémoire, les problèmes d'irritabilité, les problèmes pour vous concentrer, etc. Tant que le sommeil n'est pas quelque chose qui est pris en compte, vous ne pouvez pas améliorer ça. Et c'est pareil pour le cerveau qu'on fait travailler à Recoverix. Si la personne me dit je suis restée jusqu'à 5 heures du matin à jouer aux jeux vidéo la veille de la séance, attention, le cerveau fatigué travaille pas toujours aussi bien. On a besoin, votre téléphone ne marche pas si vous n'avez pas de batterie et votre voiture n'avancera pas si vous n'avez pas d'essence. Et le cerveau c'est pareil avec le sommeil, super important de le rétablir rapidement. Forcément, il y a la tête plus claire, moins de brouillard cérébral, on est plus performant, on arrive à mieux communiquer, on suit plus les conversations aussi, donc on peut plus s'impliquer dans la vie sociale. Et voilà, au niveau du corps et de la sensibilité, il y a des choses qui s'améliorent, et aussi au niveau des sphincters, voilà, au niveau... Là, c'est plutôt une question de dignité aussi. Hein. C'est difficile quand il y a des gens qui se retrouvent avec des couches, etc., à plus pouvoir contrôler, donc ça, c'est très important aussi. Il y en a d'autres au niveau de la vie quotidienne. Hein, comment est-ce que ça impacte ça? Voilà, on a plus d'énergie, on a plus de capacité, donc on fait plus de choses, on reprend des activités, les actes du quotidien sont moins complexes, on a une meilleure mémoire, on a une meilleure conversation, voilà, on a plus confiance en soi et on peut retrouver cette mobilité et cette autonomie qui nous avait été volée, et ce qui est très 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 important. Ça, je sais que l'histoire de la voiture, je pense à tu sauras qui, Patrick, on a un de nos clients pour qui c'est super important. Il me parle souvent au rendez-vous de pouvoir conduire. C'est son objectif primordial et c'est avec ça qu'on va travailler, et voilà, pour lui, c'est important. Il a déjà fait une belle évolution, donc ça, c'est chouette. Ouais. Et c'est aussi en connaissant ses objectifs qu'au niveau de la personne qui vient chez nous, on peut aussi, en tant que thérapeute, le motiver en disant, vous venez pas pour faire les exercices, mais vous faites ces exercices afin de pouvoir faire ceci ou cela comme activité, que ce soit conduire, que ce soit marcher, que ce soit soulever les petits-enfants, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des choses qui, du coup, l'exercice, ça passe au second plan. On le fait, mais on est motivé par quelque chose de plus concret. Voilà, donc je trouve que ça, c'est quelque chose qui aide aussi les patients à rester accrochés, à faire l'exercice, à revenir régulièrement, faire ce qu'il faut. Parce que souvent, on l'a vu sur les graphiques qui précèdent, le progrès, il est là, mais il n'est pas phénoménal au début. Mais c'est que, in fine, quand on a fait justement les 25 séances, c'est là, vers la 20e séance probablement, que à nouveau, c'est ce besoin de répétition. Ouais. Heureusement que l'enfant et que tous, on n'a pas lâché quand on est tombé 50 fois. Parce que si on avait abandonné en disant ça marche pas, on marcherait pas. On serait tous en train de crapahuter à quatre pattes et de rester avec ça. Mais on est borné et on veut se lever et on veut marcher et on va tomber 5, 10, 15, 20 jusqu'à ce qu'à la 600 millième répétition, on tienne debout. Et ça y est. Et voilà. Et c'est cette persévérance qu'il faut garder à l'esprit, qu'il faut maintenir. Dans cet ordre d'idées, on vous a préparé une vidéo qui malheureusement n'a pas le son. En plus, elle est en allemand sous-titrée en anglais. Donc, je propose qu'on va la jouer. Comme ça, vous avez l'image à l'écran. Je vais la commenter. Ouais, ça marche. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec l'anglais.
Ouais, Voilà, ok. comme ça, on va Bah découvrir. moi je vais baisser mon son parce que moi ça me crie dans l'écouteur, mais vous l'avez pas. Bon, moi je vais couper mon son. Patrick va vous le commenter. Je vais zoomer sur la vidéo. C'est un des nombreux cas Ouais, Recoverix. Donc voilà. voilà, on va découvrir. Donc, c'est une dame qui Alors, est hop, coiffeuse à la base, qui a on souffert va d'un zoomer. AVC, Je voilà, pense qu'on est et pas mal là. qui ici Alors, nous hop. dit que voilà. Après, donc, l'AVC, elle n'a pas pu travailler du tout parce que justement, sa main, elle était tout le temps pendue. Elle ne pouvait pas faire les travaux que faisait donc un coiffeur. Maintenant, elle peut coiffer les gens. Le travail, c'est un travail dur. Il faut tenir la main pendant 30 minutes et c'est quelque chose qu'elle arrive maintenant à faire. Donc, avant la thérapie recovery, ce n'était pas possible. Maintenant, elle est confiante à cause du progrès qu'elle a aussi fait et a pu observer dans justement ses fonctions moteurs. Donc ici, c'est le test des 9 pegs. Donc ça, c'est quelque chose, bon, c'est peut-être un jeu que vous avez connu dans d'autres domaines. Et on en a deux comme ça. On a celui où on a justement les pions à remettre et Ouais, à je l'ai sortir ici. des petits trous. Ah voilà, tu nous l'as Là, préparé. voilà, Voilà, ici là à sur la. droite. Donc ça, c'est les 9 peg holes. Et à gauche, on a une centaine de blocs qu'on invite la personne à ramasser un par un et à jeter sur l'autre côté. Et après 1 minute, on chronomètre combien de blocs ont été passés du côté gauche vers le côté droit et vice-versa. Du coup, on le fait avec la main qui est affectée aussi bien qu'avec la main qui n'est pas affectée. Et on répète ces tests-là après 5 séances. Donc, on ne fait pas tous les tests après 5 séances, Hop. mais toutes les 5 séances, il y a donc des tests qui sont effectués. Et vous voyez ici, la dame, elle porte le même bonnet sur la tête que ceux que nous, on a ici. Donc, hop, Ah, super, tu en as. si le câble me le permet. Donc, on l'a ici, c'est la même chose. Ils sont relativement confortables. Oui, Hein. oui, Donc, ils on sont peut confortables, hein, ça fait le pas mettre mal, sur. ça serre pas, Voilà. Si j'arrive à me le mettre, normalement, c'est pas ta on a taille, je des, pense, celui-là. voilà, on a des jolies assistantes qui font ça mieux que moi. Normalement, oui. Celui-là, il est effectivement un peu serré parce que j'ai une grosse tête. Voilà. Et donc, on est donc connecté. Voilà, vous pouvez observer. Donc, il y a une partie qui est réservée pour l'oreille. Et donc, on a ici ces électrodes principalement sur la partie moteur. Voilà, donc je vais enlever ça et on va Te pouvoir. squeeze pas le cerveau. Non, non, ça va. On va pouvoir finir le webinaire sur les prochains slides. Ouais. Comme ça, qu'est-ce que tu nous as encore préparé, Eh ben, Mélanie? c'était juste pour parler des critères parce que souvent les gens se demandent est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce qu'il y a des choses à respecter pour participer ou non? Il n'y a pas 36 critères pour pouvoir bénéficier du RecoverX. La seule chose, c'est d'avoir une bonne capacité à comprendre. C'est-à-dire, si je vous donne une consigne, imagine le mouvement, que vous compreniez ce que ça veut dire et que vous soyez cognitivement capable de le faire. Ça, c'est important, hein. Si vous compreniez pas les consignes, c'est compliqué, et que l'état neurologique soit stable. Voilà, médicalement, que ce soit bon, qu'il n'y ait pas une épilepsie qui traîne, qui est non médiquée ou non prise en charge, etc. Il faut quand même être stable à ce niveau-là. Et les facteurs clés, on en a beaucoup parlé, c'est la motivation. La motivation et l'engagement, et ça, c'est vraiment pas que pour le RecoverX, hein, c'est de manière générale dans n'importe quel traitement. Votre implication fera toute la différence. Et ça, je le répète, je passe ma journée à le répéter en neurofeedback, parce que les gens sous-estiment la puissance de leur application, et on voit extrêmement une grande différence entre les gens qui arrivent à l'heure, qui font les exercices à la maison, qui respectent les consignes, qui pratiquent ce qu'on leur dit, versus les gens qui ne le font pas. Ça ne veut pas dire que le neurofeedback marche pas, c'est juste qu'en termes de résultats atteignables, il y aura une grosse différence si les gens respectent pas le X rendez-vous par semaine, qui viennent toujours 20 minutes en retard, qui font pas l'exercice à la maison, etc. Bah forcément, ils auront moins d'effets, ou en tout cas ça prendra plus de séances que si il l'avait fait dès le départ. Donc ça, c'est très important, et la régularité, ça fait partie de la motivation et de l'engagement.
Voilà. Voilà, donc en termes de RecoverX, on recommande 3 séances minimum par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi par exemple, mais on peut en faire plus. Donc on peut en faire, comme on a dit tout à l'heure, séances intensives matin et après-midi par exemple, on peut en faire 10 par semaine. C'est pas impossible. Nous recommandons simplement de commencer par 3 séances par semaine et de suivre. Mieux vaut assurer une régularité que de faire une course rapide. Après 25 séances, on a vu les résultats bénéfiques et donc bien significatifs après même des années après un AVC. Et du coup, qu'est-ce qu'on a sur le prochain slide, Sur le prochain slide, c'est Mélanie? juste pour dire qu'il y a des Il y a encore des critères qui critères, font que voilà. c'est pas possible de le faire si vous avez quelque chose en cours. Malheureusement, s'il y a des dispositifs médicaux implantés et métalliques au niveau de la tête et du corps à cause de la stimulation sur les muscles ou au niveau Ensuite, de la ça fausse mesure de aussi la l'EEG, en fait, ça mesure. fausse. Donc malheureusement, il n'y a pas encore un système aujourd'hui qui permet de passer outre ces choses-là. C'est le neurofeedback, c'est la même chose. Il faut, s'il y a de l'épilepsie ou des risques de crise, il faut que ce soit monitoré médicalement. Très important. Et dans le neurofeedback, c'est d'ailleurs la même chose. Si vous avez des médicaments anesthésiants forts qui empêchent d'être présents, qui empêchent, voilà, je sais pas si la personne elle s'endort pendant la séance ou ça l'empêche d'être pleinement présente pour comprendre. On ne peut pas s'attendre à des résultats dans ces cas-là. Voilà, voilà, et troubles cognitifs graves. Si je vous donne une consigne et que vous savez pas ce que ça veut dire et que voilà, on ne pourra pas malheureusement. S'il y a vraiment ce qu'on appelle l'émi-négligence, c'est-à-dire émi c'est la moitié, négligence c'est négliger une partie de son corps. Ça existe. Il y a des troubles par rapport à ça où la personne c'est comme si sa partie gauche, sa partie droite n'existait pas. Alors il y a différents niveaux d'émi-négligence, mais ça c'est un problème vu que on le rappelle, on utilise l'entraînement bilatéral. Voilà. Pression intracrânienne élevée aussi, grossesse, si vous avez des fractures des membres, on va pas vous les faire bouger, hein. Il faut que la fracture se répare, hein, ou des lésions, on va pas vous coller le patch sur une plaie ouverte. Les maladies pulmonaires graves, infections, des choses qui sont fatigantes, voilà, insuffisance rénale, hépatique et maladies cardiaques. Voilà, ça c'est pas recommandé. Alors dans la mesure aussi, ça pareil, ça veut pas dire que parce que vous avez un petit risque de ça, zéro RecoverX, il faut jamais hésiter à contacter, qu'on discute avec le médecin, etc. Voilà, hein, c'est pas quelque chose de délétère, mais selon la gravité, selon le niveau, etc. Il y a malheureusement des cas où ça va pas pouvoir se faire. C'est pas encore inclusif de tout, mais le futur réserve de belles choses. Maintenant, pour le processus, Patrick, est-ce que tu as envie de présenter comment ça fonctionne? Oui. Si maintenant vous connaissez quelqu'un, vous voyez quelqu'un et qu'il cherche une solution, comment est-ce qu'il doit faire pour faire RecoverX avec nous? Oui, absolument. Et donc pour tous ceux qui nous regardent soit en live, soit en replay, nous avons beaucoup plus d'informations sur notre site. Donc n'hésitez pas à aller consulter ces informations, que ce soit au niveau de l'application, que ce soit au niveau des études qui ont été menées. Beaucoup d'informations sont déjà disponibles. Maintenant, pour ceux qui sont convaincus de la méthode et qui veulent passer à l'étape suivante, la première des étapes, c'est tout simplement de passer un coup de fil, de s'échanger avec nous, qu'on apprenne à connaître votre cas précis et spécifique, qu'on puisse justement évaluer par rapport à des critères d'inclusion et d'exclusion, de répondre à vos questions et de convenir un rendez-vous pour la suite. Voilà, donc si pendant cette première étape, il n'y a aucune objection, on peut donc passer à l'étape 2, qui, elle, est tout simplement une évaluation initiale. On invite les gens à venir chez nous, Et on on fait va un faire bilan. connaissance, on fait un bilan, un peu comme dans le monde médical, alors on fait remplir un questionnaire de santé, on fait passer un test cognitif parce que on vient de ce monde où on traite le cerveau, donc on a l'habitude de passer des tests aux gens. Et donc, cette évaluation du cerveau, la brain map, nous permet de définir le point de départ.
pour dire, voilà, ça c'était l'état du cerveau avant qu'on commence quelque traitement que ce soit. Déjà pour expliquer à la personne qu'est-ce qu'on peut éventuellement lire dans les EEG que certaines personnes lisent couramment, ces petites courbes que vous avez vues au préalable à l'écran, et on peut en sortir des informations, que ce soit de l'anxiété, du PTSD, qui vont bien au-delà du simple fait que la personne ait subi un AVC. Il y a d'autres choses. Un plan de traitement complet. Voilà. Établir des recommandations. Voilà. Et donc, on va faire une évaluation aussi physique, c'est-à-dire que sur place, on va faire justement ces tests de se lever, de faire le tour de la pièce, de s'asseoir, de bouger les blocs d'un côté à l'autre. Ça dépend bien sûr si c'est les bras ou si c'est les jambes qui sont affectés. Une fois qu'on a fait donc le tour de la question, qu'on connaît bien la personne, on propose de faire une séance de Recoverix, voilà, pour avoir vu, pour avoir aussi pu répondre à toutes les questions, pour enlever un peu le côté mystérieux de la chose. Il n'y a rien de mystérieux, mais quand on n'a pas encore fait, ça reste un peu faire une introduction. Ainsi, la personne a eu une introduction et on peut convenir de passer à l'étape d'après, qui elle est le vrai traitement, l'entraînement sur donc 8 semaines en principe, 8-9 semaines. On propose de faire 2 séances de neurofeedback. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années, le neurofeedback, et ça a des bienfaits aussi. On peut se le représenter comme l'échauffement pendant l'entraînement physique. Quand on fait un bon échauffement, après l'entraînement, ça se passe autrement, moins de courbatures peut-être que si on passait tout de suite à l'action. Ouais. Et donc, le neurofeedback permet de faire ce genre de choses, peut-être enlever aussi un peu d'anxiété, le cas échéant. Voilà. Mais principalement, ce sont donc 24 séances de Recoverix qui sont donc proposées. On va faire le calcul 8 semaines et le tour est joué. Après les 8 semaines, on se retrouve pour faire un bilan, faire à nouveau les tests cognitifs, regarder ce qui a changé au niveau du cerveau, refaire cette évaluation physique. Peut-être qu'on bouge les blocs plus vite, peut-être qu'au niveau des mains, on arrive à faire des gestes qui vont plus loin. Et donc, d'expliquer avec des graphiques, avec des explications, le progrès qui a pu être constaté par notre équipe, mais de recueillir aussi le constat de la famille, de la personne concernée, qu'est-ce qui a changé pour elle dans sa vie de tous les jours, rassembler toutes ces informations et principalement constater que le résultat est quand même significatif. J'ai vu au niveau des études, sur 50 personnes, il y avait 48 personnes qui avaient des résultats significatifs. Je bien sûr posé la question, et les 2 autres, pourquoi malheureusement, une personne sur les 50 a souffert une 2e fois un AVC alors qu'ils étaient en train d'être traités par le système Recoverix. Donc ça, c'est malheureux, mais ils ne pouvaient pas s'attendre à un bon résultat. Et la 2e personne sur les 50 était une personne, et vous vous rappellerez les critères d'inclusion et d'exclusion, c'est une personne qui aimait beaucoup papoter avec les thérapeutes plutôt que de se concentrer sur l'exercice. Ça a mis en échec le traitement pour cette personne-là. Et donc, on peut dire une grande majorité a quand même beaucoup profité d'être venu s'entraîner et profite, comme on l'a vu aussi dans la vidéo de la coiffeuse, de pouvoir retourner dans la vie active, avec quelques aménagements éventuellement, mais quand même de pouvoir exercer à nouveau le métier qui est le leur. Voilà, c'est tout ça qu'on souhaite apporter avec cette méthode, qui n'est pas douloureuse, qui n'est pas quelque chose où il faut courir loin. C'est localisé, et je pense qu'on va le voir sur le slide d'après. Après, je peux montrer ici. Voilà, donc on est situé au Silver Square, donc dans la rue Glesner, dans le quartier de la Gare, à Luxembourgville. Le bâtiment est tout à fait aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les transports publics sont gratuits au Luxembourg
Ça, ceux qui habitent au Luxembourg le savent, bien sûr. Donc, on n'est pas loin, place de Paris est votre arrêt le plus proche. Et donc, on invite les gens à venir, à nous contacter et donc de parler avec nous. Posez-nous vos questions ici dans le chat. Pour ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à le faire au niveau de YouTube où on va publier cette vidéo, de rentrer en contact avec nous. Nous avons ici le site web pour aussi vous permettre de donc lire plus sur les études, sur les applications. On en parlait, c'est donc pas seulement pour l'AVC, mais aussi pour la sclérose en plaques. Il y a beaucoup de langues qui sont couvertes, même le luxembourgeois. Et je pense qu'on a une page aussi pour les aspects financiers, pour aussi vous situer qu'est-ce qu'un tel traitement coûte. Donc, on vous avait parlé des 3 étapes. Première étape, consultation par téléphone. Deuxième étape, donc tout cet état des lieux à prime abord au début. Normalement 695 € qu'on propose actuellement à 495 €. Les gens qui veulent s'arrêter là, pas de souci, aucun engagement. Et les gens qui veulent donc passer à l'étape 3, faire l'entraînement à vrai dire sur plusieurs semaines. C'est un traitement qui chiffre normalement à 7 295 €, mais qu'on propose à 3 695 €. Des mensualités, c'est possible également pour justement que le côté financier ne fasse pas obstacle à ce que les gens reçoivent cette aide, ce traitement. C'est un coût. C'est un coût. En temps, motivation et en... Ouais. Oui, mais aussi financier, il faut le dire. Malheureusement, la Caisse nationale de santé ne rembourse pas encore nos prestations. On y travaille, peut-être un jour. Donc aussi avec votre appui, je pense que ça pourra aider. Et oui, au niveau des associations, au niveau des clients. Nous, par exemple, pour le neurofeedback, on en a plein qui essayent de faire entendre, de dire « Ah, mais c'est pas normal avec tout ce que ça m'a apporté, etc. » Donc voilà, c'est pas facile de faire bouger les choses, mais c'est pas impossible. Voilà. Moi, je vous affiche ici à l'écran encore une question qu'on nous pose, une très bonne question. Combien de temps après un AVC est-il possible de faire la thérapie Recoverix au plus tôt, hein? Donc, on a beaucoup parlé que voilà, 15-20 ans après, on peut le faire. Alors, d'après mes informations, on n'en a pas encore eu de gens qui sont venus vraiment très, très vite après un AVC, mais on me dit 6 semaines après un AVC est un temps pour que justement tout se restabilise et pour qu'ensuite on puisse repartir de plus belle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que l'état neurologique soit stable, c'est-à-dire voilà, sortie d'hôpital, quoi. C'est Voilà, donc ça, j'espère que ça répond à la question. Donc 6 semaines d'un ordre de grandeur, mais si c'est quelque chose qui s'est produit, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous avons peut-être d'autres conseils que nous pouvons donner. Nous pouvons aussi, d'un point de vue timing, déjà planifier les interventions, le traitement. Ça, n'attendez pas, rentrez en contact avec nous à ce niveau-là. Pareil pour les gens qui viennent peut-être de loin. On peut vous mettre aussi en relation avec les centres Recoverix à travers le monde. Il faut savoir que ça existe, bon, c'est parti de l'Autriche, bien sûr dans les pays germanophones, anglophones aussi, donc Angleterre, Canada, États-Unis, Corée du Sud, Australie. Recoverix est présent à travers le monde. Pas encore tellement dans la région francophone. On y travaille. On y travaille. On y est déjà au Luxembourg. Et si je sais que pour le neurofeedback, des gens font beaucoup de déplacements de très très loin, que ce soit l'île de la Réunion, que ce soit Bordeaux, Toulouse. Paris, on a eu aussi récemment des pays de l'Est, plusieurs familles qui sont venues, alors que parfois il y avait des centres neurofeedback à côté de chez eux, mais ils ont préféré venir chez nous et ils ont eu les résultats escomptés. Donc on a l'habitude. Voilà. Et voilà, François nous contribue que c'est d'ailleurs le premier webinaire sur le thème du Recoverix en français. C'est vrai, bah oui, voilà. exact. Donc, bah, merci. si le site web a été traduit, c'est une chose, mais en termes de
contenu, de vidéos, de webinaires enregistrés. On est les premiers en français. Voilà, et vous avez participé au premier webinaire en français. Eh ouais, vous êtes les premiers en exclusivité, c'est vrai. Première mondiale, voilà, félicitations et merci d'être Merci, Lisa. avec nous. Ouais, vous êtes toujours là, on papote et vous êtes toujours là, vous avez une bonne concentration. Merci d'être fidèle, merci d'avoir été au rendez-vous. Je pense qu'on a touché à la fin de notre présentation. S'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou de rentrer en contact avec nous. Vous avez quelques liens dans le chat aussi pour éventuellement réserver une téléconsultation. Pour finir, voilà, le 16 janvier, prochaine date pour le même contenu, peut-être pas pour ceux qui l'ont regardé ici, mais si vous avez d'autres personnes qui s'y intéressent et qui ne maîtrisent pas le français ou l'anglais, on a déjà fait un webinaire en anglais, le replay est disponible sur YouTube. Et sinon, on va faire donc une séance en français, en allemand luxembourgeois. Ce sera François et moi qui vont le faire le 16 janvier. Ouais. Pour donc aussi. Et je pense qu'on refera en anglais. Oui, donc voilà. on va être présent sur les réseaux sociaux. On pense aussi faire d'autres interventions, peut-être aussi des interventions plus physiques ici au Silver Square où les gens peuvent venir assister en personne. Sous forme de ce qu'appelle François les neurocafés. Je pense que ça peut être un très bon endroit pour échanger. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Un tout grand merci pour ceux qui nous ont rejoints et un très très grand merci et bravo à Mélanie qui est toujours celle qui prépare les présentations et qui nous met un peu d'humour aussi pour qu'on s'endorme pas. On essaye. Sur des thèmes des fois quand même très durs. Merci. Il faut le rendre digeste. Faut rendre digeste. Je pense que tu le fais très très bien. Eh ben merci. De Tant toujours mieux. être au rendez-vous. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.